Donc, moi, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la création de cette conférence. Donc, j'ai été sollicité pour parler du refus scolaire. Donc, je vais essayer de m'y atteler. Alors, je vais essayer de raccourcir un peu ce que j'avais prévu. Voilà. Alors, d'abord, je commence par le refus scolaire. C'est un symptôme parce que, en fait, il y a évidemment un nombre incalculable de paramètres qui peuvent aboutir, in fine, à ce qu'on va appeler aujourd'hui le refus scolaire. Donc, le refus scolaire, c'est pas un truc spécifique, une entité comme ça qui serait la même absolument pour toutes les personnes qui sont dans cette situation. Il y a des centaines et des centaines de causes qui peuvent influer sur l'aboutissement qu'est le refus scolaire. Alors juste quelques éléments. J'ai pas de conflit d'intérêt avec aucun laboratoire, aucune institution. Je suis un petit psychiatre de province. Je ne me fais pas inviter à des congrès. Je ne me fais pas, je sais pas quoi. Enfin voilà. Mais je vous invite à toujours vérifier ça. Il y a une base de données qui a été créée qui s'appelle Base Transparence Santé, qui a été faite par le gouvernement, enfin par l'État. Il faut toujours quand même vérifier, voilà, ce que disent les gens et d'où ils parlent. Alors, préambule. La normalité, alors c'est la normalité, c'est un mot incroyable, ça hérisse des gens, etc. Bon, on va essayer d'en parler très calmement, sans s'énerver, sans se foutre sur la gueule si ça vous dérange pas. La normalité, c'est un truc qui existe. Il y a une répartition qu'on appelle une répartition normale des choses, qui correspond à cette courbe là qu'on appelle la courbe de Gauss, et qui fait que pour plein d'éléments dans la vie, les gens se répartissent à peu près comme ça. C'est-à-dire que vous avez au milieu, là, en foncé, une écrasante majorité des gens, d'accord ? Et puis, un peu à droite et un peu à gauche, des gens qui sont différents sur tel ou tel paramètre, et qui sont plus ou moins dans le paramètre. Par exemple, la taille. L'écrasante majorité, j'imagine, je dis n'importe quoi, mais les gens sont entre 1m50 et 1m90. Hein, on va dire que c'est le truc foncé. Mais il y a aussi des gens qui font 2m20, puis il y a des gens qui font 1m20. Ça existe. Mais c'est plus rare. Et donc, globalement, il y a pas mal de paramètres, y compris des paramètres psychiques, psychologiques, des comportements, qui répondent à cette loi normale. Et vous comprenez bien que si on fait comment dirais-je, 2m20, c'est pas pareil que si on fait 1m20 en fonction de ce qu'on fait. Si on est basketteur, c'est quand même un peu mieux de faire 2m20 que de faire 1m20. Je ne dis pas que c'est impossible, il y a plein de basketteurs qui ne sont pas très grands et qui ont des rôles très, très utiles. Mais vous voyez, ils n'auront pas le même rôle que celui qui fait 2m20. C'est-à-dire que même un très bon basketteur, en fonction de sa taille, il n'aura pas le même rôle sur le terrain. Et donc, c'est un petit peu ce que je mettais, je crois tout à l'heure, tout le monde est utile à un groupe humain. C'est-à-dire que même dans une équipe de basket, le mec de 2m20, il est utile peut-être pour, alors j'y connais rien en basket, vous m'excuserez, mais peut-être il est utile pour mettre des paniers ou faire des dunks ou je ne sais quoi. Et le mec de 1m60 ou 70 ou 80, il est utile peut-être pour se faufiler entre les géants et puis passer la balle au dernier moment au géant justement de son équipe qui va mettre un dunk. Et il faut vraiment comprendre que cette répartition normale, elle a vraiment un rôle, mais quasiment tout le temps dans la nature. Dans la nature, c'est vraiment là, on ne parle pas d'une construction sociale, d'accord ? Donc c'est voilà. Alors évidemment, plus on va vers la droite, plus par exemple, si on prend un phénomène, on va parler d'une intensité croissante. Si on prend la taille, évidemment, plus on va vers la droite de l'échelle, plus la taille va être intense entre guillemets, grande. Et puis plus on va vers la gauche, c'est plus elle va être petite. Mais admettons, on peut aussi prendre comme exemple le doute. Le doute, qui est une notion fondamentale qu'on appelle le stress, l'anxiété. On a inventé plein de mots très compliqués pour parler de ça. On peut parler tout simplement de propension au doute. Eh bien, on n'est pas tous égaux face au doute. Il y a des gens qui vont être très à gauche, c'est-à-dire qui vont très très peu douter, puis il y a des gens qui vont être très très à droite et qui vont beaucoup douter. Et puis la majorité des gens sont au milieu, d'accord ? Et vous comprenez bien que la vie n'est pas la même quand on doute beaucoup ou quand on doute pas beaucoup. C'est pas pareil en fait. On n'a pas le même regard sur le même monde. C'est-à-dire on voit la même chose, mais cette même chose qu'on regarde en fonction de son niveau de doute, ce ne sera pas la même chose finalement qu'on va vraiment voir, interpréter, vivre, ressentir. Et voilà. Et en fait, même pour une notion comme le doute, tout est utile. C'est-à-dire que dans un groupe humain, si vous avez que des gens qui doutent, c'est une catastrophe. Si vous avez que des gens qui ne doutent pas, c'est une catastrophe. Vous comprenez ? Et il y a un savant mélange nécessaire pour qu'un groupe humain avance et réussisse de gens qui doutent plus ou moins. Les gens qui doutent énormément, ils ont un avantage, c'est que ça leur permet de se poser plein de questions et de remettre beaucoup en cause. D'accord ? Et ça, c'est quand même un grand avantage quand il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, par exemple.
les trucs qui ne fonctionnent pas. Celui qui doute le plus, c'est celui qui va se rendre compte dès le premier que quand même, peut-être que ça merde quand même, un petit peu quand même. Non, mais tu es sûr là quand même, Gérard et tout, je sais pas trop, parce que moi quand même, je pense que voilà. Et donc, bon, celui-là, il va être peut-être un peu chiant au départ, hein, peut-être avoir envie de. Le mec qui doute le moins va peut-être avoir envie de lui mettre des claques, vous voyez. Mais n'empêche que Gérard, il va pas vraiment recevoir de claques parce qu'il est utile et tout le monde sait qu'il est utile au groupe, dans un groupe humain d'une taille normale où tout le monde se connaît. Et donc on va dire, oh là là, bon, il y a encore Gérard qui nous fait chier avec cette histoire. Bon, on va attendre quelques jours pour voir si ce doute qu'il a se confirme, et si ça se confirme, bon, on sera obligé de regarder s'il a raison ou pas. Vous voyez ? Mais le mec qui doute pas, il est indispensable aussi. Parce que s'il s'agit de partir faire une expédition punitive sur le village voisin qui nous a pillé notre récolte, et ben celui qui doute pas, on va l'envoyer au front et il va être utile. Et s'il y en a pas qui doute pas, on est dans la merde. Ah, excusez-moi, je suis un peu vulgaire, on est en difficulté. Voilà, hein. Donc tout le monde est utile, même si on demande le doute. On peut prendre la même chose sur l'impulsivité, on peut prendre la même chose sur tout en fait. La notion de seuil pathologique, c'est-à-dire que on va reprendre l'exemple de la taille, par exemple. Si vous vivez au Japon et que vous faites 2,20 m, alors je ne connais pas les normes de hauteur de porte au Japon, mais admettons qu'elles soient plus faibles parce qu'en moyenne les Japonais sont plus petits. Ben, c'est plus compliqué. Le seuil de souffrance pour la taille, il va être beaucoup plus rapidement atteint au Japon, pour quelqu'un de plus ou moins grand, en l'occurrence pour les grands, que en Finlande. J'imagine que les Finlandais sont grands, je ne sais pas si je me trompe beaucoup, mais je crois pas. Je crois qu'ils sont quand même plus grands que la moyenne voilà, dans le monde. Et vous voyez bien qu'il y a une notion de seuil, c'est-à-dire qu'à partir de quand un paramètre donné va être problématique. Parce que alors est-ce que c'est là, et dans ce cas-là il y aura finalement très peu de gens qui vont en souffrir. Est-ce que c'est là, et là, alors là ça va être une catastrophe, vous allez avoir la moitié de la population qui va souffrir. Voilà. Donc cette notion de seuil aussi, elle est importante, et notamment elle est importante quand on va parler tout à l'heure de l'interaction entre la génétique et l'environnement, parce que l'environnement va jouer là-dessus. Dans un monde extrêmement normal de chasseurs-cueilleurs tel que l'homme dans lequel a évolué l'homme pendant plus de 300 000 ans, et quand je dis l'homme, c'est vraiment Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire c'est vous et moi, c'est pas nos ancêtres. Là, on parle vraiment de nous. Je parle pas de nos ancêtres, je parle de nous. Nous, on a évolué dans un environnement naturel, évidemment, pendant plus de 300 000 ans, et en gros, à peu près tout le monde y trouvait son compte. À peu près tout le monde y trouvait son compte, tout le monde avait son utilité. Dans un environnement beaucoup plus normé comme le nôtre, beaucoup plus standardisé comme le nôtre, avec un nombre de lois, de règles, d'obligations, etc., vous allez commencer à, malheureusement, faire en sorte que cette barre rouge-là, elle aille un peu vers la gauche. Et elle commence à recruter des gens qui vont pas bien. Quand vous demandez à des enfants, mais imaginez, je sais que c'est absurde, mais imaginez que vous demandiez à des enfants de rester assis sur une chaise pendant des heures, à écouter quelqu'un qui parle, et à écrire, etc. Je sais que c'est absurde, mais imaginez que ça existe. Vous imaginez bien que vous allez avoir des gens, au bout d'un moment, des gens qui sont peut-être sont un peu plus impulsifs, un peu plus anxieux, même un peu plus machin, un peu truc, qui vont commencer à avoir des difficultés à tenir cette obligation. Vous comprenez ? Et plus vous allez leur demander de rester longtemps assis, sans récompense dopaminergique, sans plaisir, sans machin, sans intérêt, sans truc, et bien, plus vous allez recruter des gens dans cette classe. Et donc plus vous allez faire finalement souffrir des gens. Alors souffrir, attention, on ne parle pas de torture. Hein. Personne ne parle de torture, de trucs horribles, de démembrement, d'écartèlement. C'est pas ça que je vous dis. Simplement, c'est un facteur de stress. C'est un petit facteur de stress pour ceux qui sont le plus proches du rouge. C'est un gros facteur de stress pour ceux qui sont là. Vous comprenez ? C'est une notion, il faut être un peu dans la nuance. Voilà, c'est ça que j'essaie d'introduire. Bon, ça c'est un résumé, je pense que vous avez compris l'idée. Alors, l'interaction gène-environnement, c'est extrêmement important à comprendre. C'est-à-dire que, face à un facteur de stress donné, on n'est pas égaux, et en fonction de notre biologie, notre génétique, notre épigénétique, admettons à génétique équivalente, deux jumeaux homozygotes, vraiment ce qu'on appelle les vrais jumeaux, d'accord, qui ont vraiment le même patrimoine génétique, eh bien, ils vont évoluer différemment, tous. Ils ne seront pas tous exactement pareils dans leur personnalité, dans leur fonctionnement, même dans leur taille,
dans la couleur de leurs yeux, dans leur personnalité, etc., même s'ils seront bien plus semblables évidemment que des gens qui ne sont pas des vrais jumeaux. Mais qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se différencier? C'est l'environnement. C'est leur histoire personnelle, c'est une rencontre. Il y en a un qui va rencontrer une personne qui va l'inspirer, puis l'autre il n'aura pas la chance de rencontrer cette personne, ou il va lui arriver une histoire et un truc. Et ils vont commencer à se différencier là-dessus. Donc l'environnement joue de manière extrêmement importante évidemment dans nos vies. Chaque seconde, ce qu'on est en train de faire, je suis en train de modifier ce que je suis en vous parlant, et vous êtes en train d'être modifié par ce que je vous dis. Voilà. Alors comme ça, rien de presque rien, de rien du tout, mais on est en train d'interagir, et cette interaction, elle s'impacte dans notre personnalité, dans notre fonctionnement, notre histoire, notre biologie aussi. D'accord ? Et donc, l'environnement, c'est quelque chose de très important, mais la génétique aussi. C'est-à-dire que dans un environnement donné, identique, en fonction de sa biologie personnelle, on ne va pas réagir de la même manière à l'environnement donné. On ne va pas réagir de la même manière à un facteur de stress, par exemple à un harcèlement scolaire, ou par rapport, enfin, à n'importe quel facteur de stress que vous pouvez imaginer. On ne va pas tous être égaux. Par exemple, imaginez qu'on invente un truc. Mais je sais que c'est absurde, hein. Ce serait vraiment débile de le faire, mais imaginez qu'on invente un truc, genre, vous arrivez à une intersection en voiture, d'accord, et vous vous arrêtez parce que forcément il peut y avoir une autre voiture qui passe, et on invente un truc qu'on va appeler un feu rouge, et que quand c'est rouge, vous pouvez pas passer, et quand c'est vert, vous pouvez passer. C'est absurde, parce qu'en fait, de toute façon, vous allez vous arrêter, vous n'avez pas envie de mourir, donc vous arrêtez. Il y a une priorité à droite, il y a un truc naturel, céder le passage, un stop, ou même du bon sens. Personne ne va foncer dans une intersection. On a tous un instinct de survie le tout nous permet de survivre, d'accord ? Bon. Mais imaginez que des gens aient inventé un feu rouge, d'accord ? Et que vous êtes obligé de vous arrêter quand c'est rouge, alors que vous voyez bien qu'à droite, qu'à gauche, devant et derrière, il n'y a personne. Vous le voyez, c'est parfaitement visible. Et vous êtes obligé de vous arrêter. Oui, enfin, le truc complètement ridicule, quoi. Bon. Eh bien, vous n'êtes pas tous égaux en fonction de votre génétique sur le fait que vous allez vous arrêter ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens, les plus impulsifs, par exemple, qui vont dire « Oh merde, il y en a marre, allez, je fonce ». Il y a même des gens qui, à l'approche de l'orange, enfin, à l'arrivée de l'orange, vont accélérer. Voire même des gens qui vont accélérer au vert pour être sûr que ça passe pas à l'orange. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, naturellement, personne n'a envie d'être bloqué comme un débile à un feu rouge alors qu'il n'y a personne. C'est une invention tellement bête que, voilà. D'ailleurs, dans les villes où il y a des feux rouges, il y a plus d'accidents que dans les villes à priorité à droite, évidemment. Puisqu'en fait, dans les villes à feu rouge, on stimule les mauvais instincts, alors dans les villes à priorité à droite, on stimule les bons instincts. Hein. L'instinct de la prudence, de la peur, priorité à droite, c'est parfait. L'instinct du feu rouge, ça nous pousse à accélérer, parce qu'on n'a pas envie d'être bloqué pour rien. Donc bon, voilà, quand on fait mumuse avec l'être humain, on voit que si on stimule ces bons trucs, ça marche bien, puis si on stimule ces mauvais trucs, ça marche moins bien. Voilà. Donc vous voyez, on n'est pas tous égaux, même à un environnement équivalent, un feu rouge. Voilà, on n'est pas tous égaux, alors évidemment, notre histoire personnelle va aussi influencer, mais même sur le plan biologique, du niveau d'impulsivité, parce que ça c'est quelque chose qui est en partie imputable à quelque chose de biologique, eh bien on n'est pas tous égaux. Et en fait, cette notion de gène environnement, en fait, je vous ai mis les flèches dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en fait, l'environnement va modifier votre génétique. Par exemple, faire une psychothérapie modifie votre génétique. Enfin, modifie en tout cas l'expression de votre génétique, votre épigénétique. J'imagine que faire de la relaxation aussi, ça, je ne sais pas si ça a été prouvé, en tout cas sur la psychothérapie, je vous le dis, ça a été prouvé. Prendre un traitement, évidemment, quelque chose finalement qui va venir de l'extérieur de vous, ça va aussi modifier votre épigénétique. Donc ça va même, voilà. Et puis, dans l'autre sens, notre propre biologie va modifier notre environnement, parce que si par exemple, on n'a pas de chance, qu'on est dans un environnement extrêmement hostile, où on est complètement livré à soi-même, et qu'on devient qu'on est impulsif de base biologiquement, et on va avoir plus de risques de devenir un délinquant et de connaître la prison, et la prison va nous influencer, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, notre biologie va aussi générer des modifications dans notre environnement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis le fait d'avoir cet environnement modifié, par exemple, aller en prison, ça va modifier la génétique, parce que ça va être un facteur de stress qui va pourrir un peu notre biologie par des mécanismes que je vous passerai, etc. Et donc tout ça, ça peut engendrer des troubles, d'accord ? Et ces troubles peuvent aussi, du coup, agir sur les gènes et aussi agir sur l'environnement. Vous voyez, tout ça, ça se tient dans voilà. Je ne sais pas si je suis clair, mais bon. C'est gentil, merci, votre tolérance. Alors le registre scolaire, parce qu'on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, mais je pense que c'est important de poser les bases. Donc c'est un symptôme possible de nombreux troubles. Alors,
La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que être en refus scolaire, il y a forcément une composante psychiatrique? Parce que moi, je suis psychiatre, donc je parle pour ça. Je pense que non. De toute façon, dire des choses de manière absolue, de manière générale, c'est risqué de se tromper. Je pense que non. Alors par contre, ce que je pense, c'est que c'est quand même très fréquent. C'est-à-dire c'est quand même très très fréquent. Il est compliqué pour moi d'imaginer des personnes qui sont vraiment dans un refus scolaire qui ne souffrent pas d'une manière ou d'une autre d'un trouble psychique. Alors, ça ne veut pas dire que ça nécessite un traitement, ça ne veut même pas dire que ça nécessite une prise en charge approfondie, mais ça nécessite à minima, selon moi, une consultation, une évaluation. C'est-à-dire que si je devais vous lui donner un message aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont en refus scolaire, tous et toutes devraient pouvoir bénéficier d'une évaluation par un psychiatre et un psychologue. J'ai pas dit où, j'ai dit et. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est, selon moi, vraiment la base et le seul message important de cette matinée. Vous pouvez rentrer chez vous. Alors, de manière générale, la cognition du refus scolaire, alors elle est très complexe. J'ai essayé de donner le cas le plus fréquent, et vous allez voir qu'en fait, c'est plus compliqué que ça, mais j'ai essayé de donner le truc le plus fréquent. Il y a, encore une fois, l'interaction dans tous les sens de trois trucs. Des symptômes physiques, d'accord, qui sont je suis fatigué, j'ai du mal à dormir, j'ai des maux de tête, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, j'ai le cœur qui bat, etc., je tremble, d'accord. Des pensées, je vais paraître idiot, je ne peux pas faire le travail qu'on me demande, je vais échouer, tout le monde va se foutre de ma gueule, etc., etc. Et des actions, des comportements, d'accord. Par exemple, je vais retarder le fait de me lever de mon lit. Je vais avoir des conflits avec mes parents le matin. Je vais essayer de tout faire en fait, d'avoir des comportements pour éviter d'aller à l'école. Je vais louper certains cours. Je vais arriver de manière chronique en retard. Puis même je vais essayer je vais être absent de cours. Donc tout ça interagit. Comprenez bien que les comportements en question, c'est pas je suis un sale gosse qui fait ce qu'il veut, j'ai décidé de pas me lever le matin. C'est pas ça. Ça rentre dans le cadre de symptômes physiques et de pensées particulières, d'un mal-être. D'accord ? Et effectivement, ça aboutit à des comportements comme cela. Mais les comportements vont aussi, en fait, dans un cercle vicieux, alimenter les pensées, etc. Parce que si je commence à louper des cours, du coup, je vais me dire que je vais pas être capable de faire le travail, comme là dans les pensées, que je vais paraître pour un idiot. Puis si je reviens après toute cette période, qu'est-ce qu'on va me dire ? T'étais où ? Qu'est-ce que t'as fait ? T'étais pas capable d'aller en cours, t'es trop nul, etc. Donc, je vais commencer à avoir un cercle vicieux comme ça dans ma tête, qui va comporter ces trois éléments, physique, pensée et puis comportement. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment dans le refus scolaire, qui n'est pas absolument pas pathognomonique de l'origine, de l'étiologie spécifique d'un trouble à l'origine de la phobie scolaire, mais c'est un truc qui se retrouve c'est peut-être le seul truc en commun dans ce qu'on peut appeler la phobie ou le refus scolaire. Voilà. Vous pouvez m'interrompre si vous avez des questions, si c'est pas clair. Vous savez, parfois... Ah oui, madame. La dernière partie, quelle partie? Les actions, le comportement? Non, la conclusion à la fin. Ah oui, pardon, alors oui, excusez-moi, je reprends. En fait, ça, c'est un truc c'est une pensée qui est commune à toutes les personnes, ou en tout cas à l'écrasante majorité des personnes qui ont un refus scolaire ou une phobie scolaire. Cependant, cette pensée ne nous dit rien de l'origine psychique et psychiatrique quand elle existe, de la phobie ou du refus scolaire. C'est un truc en commun, voilà, c'est un peu la conséquence globale fréquemment retrouvée, quelle que soit l'origine de la phobie scolaire. Est-ce que je suis clair ou pas? Ouais, super, excusez-moi de ne pas avoir été clair. Alors, celui-là il est compliqué, celui d'après vous allez mourir. Mais on va prendre du temps. Non, en fait celui-là il a l'air compliqué mais il n'est pas du tout. Phobie sociale, anxiété de séparation, TAC c'est trouble anxieux généralisé, PS c'est phobie spécifique, addiction, TOP c'est trouble hallucinaire avec provocation, TDAH c'est hyperactivité et trouble déficit attentionnel, trouble bipolaire c'est TB, TSA c'est trouble du spectre autistique et EDM c'est dépression. Bon, en gros, ce que ça représente, c'est les raisons fréquentes
sur le plan psychique, psychiatrique, pour le coup, là, de la phobie scolaire. Ce qu'on peut... Alors, vous allez me dire que c'est pas simplifié, mais vous allez voir que c'est quand même simplifié. J'étais sûr de ça. En fait, j'aurais dû prendre le temps de faire des étapes de chaque diapo, mais j'ai pas eu le temps. Je suis désolé. Alors, en bleu, mais du coup, j'ai fait un code couleur. En bleu, le rond en bleu, sérotonine, noradrénaline. Vous voyez que tout ce qu'on prend en bleu, il y a une implication de la sérotonine et de la noradrénaline, qui sont deux neurotransmetteurs du cerveau, qui sont impliqués notamment dans le stress pour la sérotonine et dans le niveau d'énergie pour la noradrénaline. Donc, on voit que dépression, troubles anxieux, phobie spécifique, phobie sociale, addiction, anxiété, un peu le TDAH, un peu le TSA, un peu le TOP, et surtout EDM, dépression. Tout ça, en fait, on dit la même chose quand on parle de ça, on parle d'un problème de sérotonine. Donc, vous voyez, finalement, on essaie de simplifier le truc. On a l'impression que c'est plus compliqué, mais finalement, c'est plus simple. Tout ça, en fait, c'est la même chose. C'est un problème de sérotonine. Alors, c'est pas le même stade dans tout ça, c'est pas forcément exactement les mêmes symptômes. Hein, c'est pas la même chose d'être anxieux que déprimé, c'est pas les mêmes symptômes, mais in fine, c'est un problème de sérotonine. D'accord ? Le TAG, c'est un trouble anxieux. Les phobies spécifiques, c'est un trouble anxieux. La phobie sociale, c'est un trouble anxieux. L'anxiété-thérapie, c'est un trouble anxieux. Donc déjà, rien que ça simplifie beaucoup, beaucoup les choses. Donc là, en gros, en bleu, tout ce qui est en bleu, c'est un problème de sérotonine et un peu de noradrénaline, mais surtout de sérotonine. C'est, en gros, du doute, trop de doute. Le bleu, c'est trop de doute, avec des conséquences possibles, pathologiques du doute, comme la dépression, par exemple. D'accord ? C'est plus clair ? En rouge, dopamine, noradrénaline. Surtout dopamine, c'est le premier, c'est toujours le plus important. Donc dans le TDAH, on parlera tout à l'heure du TDAH, trouble de déficit attentionnel, hyperactivité, le trouble oppositionnel avec provocation, et aussi les troubles du spectre autistique et le trouble bipolaire, et les addictions. Désolé, celui-là il était un peu décalé, donc j'ai dû faire un deuxième petit cercle. Là, on a une implication aussi de la dopamine. La dopamine, vous savez, c'est ce qui est important pour avoir le système de récompense, le plaisir. D'accord ? Quand vous prenez de la drogue, par exemple, tout le monde ici, vous avez tous pris de la drogue, une drogue très dure qu'on appelle le sucre raffiné. Ça vous est tous arrivé. Le sucre raffiné, qui est une drogue de synthèse, qui n'existe pas à l'état de nature, qui a été inventée par l'espèce humaine, crée une récompense dopaminergique qui est très élevée, avec un niveau d'ailleurs d'addiction qui est très élevé. D'accord ? Donc, quand vous prenez du sucre de synthèse, qui est une drogue, eh bien, finalement, vous allez stimuler votre système de récompense et vous allez libérer de la dopamine, ce qui va vous donner envie de plus en plus d'appuyer sur le truc pour prendre du sucre. D'accord ? Donc, dans ces troubles-là, en rouge, la dopamine est impliquée, la noradrénaline aussi. D'accord ? Ok. Ensuite, ah oui, en vert, alors c'est un peu plus compliqué, j'ai essayé de faire un cercle comme je pouvais, mais en gros, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, vous savez, c'est ce qui vous permet de penser que le nouveau-né qui sort du ventre de votre femme, qui sort de votre ventre à vous si vous êtes une femme, est beau. Alors évidemment, c'est absolument horrible et monstrueux, mais vous avez l'impression que c'est la plus belle chose du monde, et ça, c'est grâce à l'ocytocine qui vous fait croire que c'est très beau et que c'est merveilleux. D'accord ? Quand vous délivrez l'enfant, vous avez un pic d'ocytocine hormonale, vous les femmes, et même nous aussi les hommes, qui est extrêmement élevé, même si chez nous c'est un peu plus bas, qui fait qu'on trouve ça absolument merveilleux, on est rempli d'émotions positives, on a un niveau d'empathie et d'émotion, de l'amour pour l'autre. Cet enfant que l'on voit naître va être la plus belle chose qu'on a jamais vue, et on va avoir envie de s'en occuper, de l'aider, de tout faire pour lui, etc. etc. C'est un des composants, il n'y a pas que ça qui fait qu'on a un attachement vis-à-vis de l'enfant, attention. Moi, c'est le docteur qui parle, il n'y a pas que ça, bien sûr. Bon. Donc ça, il y a un déficit en ocytocine dans le trouble du spectre autistique, un petit peu dans le TOP et dans le TDAH pour certains patients. Donc, l'ensemble de tout ce qu'il y a sur la droite, là, c'est résumé là, par une sorte de parenthèse, là, et tout ça, ça va avoir une action, finalement, sur les troubles des apprentissages. On verra tout à l'heure que les troubles anxieux, le TDAH, le TOP, le TSA, etc., ça a une implication sur les troubles des apprentissages. Que le fait d'avoir des troubles des apprentissages a une implication sur le risque de refus scolaire, parce qu'on a peur d'être en échec, on se trouve nul, on se trouve pas assez bien, on se trouve machin, on se trouve truc, d'accord ? Donc les troubles des apprentissages, c'est un enjeu majeur du refus scolaire et de la phobie scolaire, enjeu majeur. Et les facteurs de stress dont je vous parlais tout à l'heure, qui eux ont une action évidemment sur tous les troubles anxieux, le TDAH, etc. Plus vous avez des facteurs de stress externes, plus les troubles à droite vont être importants, d'accord ? Mais eux aussi sont aussi en eux-mêmes, d'ailleurs j'aurais dû faire une flèche bidirectionnelle,
sont eux-mêmes aussi un facteur de stress. Et les facteurs de stress vont vous amener aussi à être en refus scolaire. Voilà. Est-ce qu'il est plus clair le schéma là? Ouais, ça va? Finalement, c'était pas si horrible que ça? Bon, ça peut aller. Ok. C'est une sorte de résumé un peu de ce que je voulais vous dire, et puis on va un peu plus dans le... Alors, quelle prise en charge? Alors, la prise en charge, oui, pardon. Est-ce qu'il en est la précocité J'en parle à la fin. J'en parle à la fin. Très bonne remarque. J'en parle tout à la fin, parce que justement, ça va être un sujet de discussion. Mais en fait, moi, je ne considère pas la précocité intellectuelle comme un trouble psychique. Je pense que les gens, pour résumer un petit peu, les gens qui ont une précocité intellectuelle souffrent très fréquemment de troubles psychiques, et ils ne souffrent pas de leur précocité intellectuelle, mais ils souffrent des conséquences psychiques de leur précocité intellectuelle. Hein, voilà. On en parlera juste après. J'essaie de me dépêcher. Hein. Ça va? Non, ça va, c'est bien. Alors le premier truc, voilà, c'est vraiment l'éléphant dans le tiroir, le trouble anxieux, / la dépression. La dépression, c'est une sorte de trouble anxieux qui a mal tourné. Hein. C'est un problème de sérotonine essentiellement, mais pas que. Un problème un peu de noradrénaline et un peu de dopamine, mais essentiellement de sérotonine. Le trouble anxieux, la dépression, c'est vraiment le très gros des patients qui sont en refus scolaire. Voilà. Alors, ça peut être à la fois une cause et une conséquence. C'est quand même très souvent une cause qui elle-même a des causes. C'est-à-dire que oui, il y a un trouble anxieux qui fait qu'on va avoir un refus scolaire, mais effectivement, ce trouble anxieux en lui-même, il y a des raisons qu'il existe. Il y a des raisons biologiques, familiales, héréditaires, génétiques, biologiques. Puis il y a aussi, évidemment, et surtout, des raisons environnementales. Si je me suis fait harceler à l'école, forcément, j'ai beaucoup plus de risques de déclencher un trouble anxieux que n'importe qui d'autre, petit 1, ensuite de déclencher une dépression, et cette dépression et ce trouble anxieux, évidemment, vont favoriser le risque que je sois en phobie scolaire. On est d'accord, c'est clair. Voilà. Donc vraiment, ça, c'est de loin le truc le plus important à évaluer chez quelqu'un qui est en phobie scolaire, c'est le trouble anxieux, la dépression. Il faut l'évaluer donc chez le patient lui-même, il faut l'évaluer dans le cadre familial pour savoir s'il y a des enfants familiaux aussi d'anxiété et de dépression. C'est vraiment fondamental. Alors, donc là, ils ont fait... oui, non, moi ça c'est juste pour illustrer avec un article scientifique que c'est une raison très importante. Ok. Alors, là c'est un truc un peu... Moi c'est un article que j'aurais pas forcément... Enfin, c'est une étude que j'aurais pas forcément faite comme ça. Mais en gros, ils vont s'intéresser aux personnes qui sont en refus scolaire et qui ont un trouble anxieux. Et ils vont s'intéresser à savoir quelle est la meilleure prise en charge possible pour ces personnes-là. C'est-à-dire, je suis en phobie scolaire, il se trouve que j'ai un trouble anxieux, ce qui est l'essentiel des patients. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour que ça disparaisse et pour éventuellement même retourner à l'école? D'accord? Si tant est que ce soit un objectif. Et bien en fait, le traitement de référence, c'est l'association d'une TCC, une thérapie cognitivo-comportementale, et d'un traitement antidépresseur, là en l'occurrence fluoxétine, mais je crois qu'après il y a un article sur la sertraline, ils sont tous très bien. C'est l'association des deux. C'est-à-dire que l'association des deux, c'est ce qui marche le mieux. Faire l'un seul ou l'autre seul, c'est bien, c'est sûr, hein, ça marche, il n'y a pas de problème, mais faire les deux, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors le problème qu'on a en France, c'est que petit 1, il y a une peur de prescrire des antidépresseurs pour une raison que je ne comprends pas, qui est peur de prescrire des benzodiazépines, ça me semble, des anxiolytiques, ça me semble plus évident, mais des antidépresseurs, ça c'est quelque chose qui est quand même assez mystérieux quand on voit la littérature scientifique qui est quand même abondante sur le sujet et qui est vraiment plus que rassurante. Hein. Donc ça c'est le premier point, avoir accès à un docteur qui va faire cette prescription. Et puis deuxième élément, et peut-être plus embêtant encore, avoir accès à quelqu'un qui fait des thérapies cognitivo-comportementales et qui est formé et qui va vous être remboursé. Alors, petit 1, avoir accès à quelqu'un qui fait des TCC, qui est formé au TCC, c'est très compliqué. Il n'y en a pas beaucoup, petit 1. Et alors rembourser, alors là, vous touchez le presque zéro. Là, on arrive à un risque, une chance, extrêmement faible d'avoir quelqu'un qui va pouvoir faire ça. Donc, vous avez malheureusement deux freins importants aux deux meilleures prises en charge et qu'il faut combiner. Voilà. Donc ça, c'est un problème. Alors, je crois qu'après, j'ai mis un article sur la sertraline, de toute façon, c'est la même chose, hein, c'est un autre antidépresseur. Voilà, sertraline plus TCC. Chez les enfants, adolescents anxieux. Voilà, mais c'est toujours la même chose. Hein,
Voilà, alors oui, quand même, je vous dis, les antidépresseurs, j'en parle après, mais pour vous dire, c'est ce qu'on appelle des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Alors, ça vous rappelle quelque chose, sérotonine, hein, c'est le problème principal de l'anxiété et de la dépression, et en fait, les antidépresseurs ont pour particularité d'augmenter artificiellement, donc grâce à ces molécules, le niveau de sérotonine dans les synapses, donc entre les deux neurones, quand ils communiquent entre eux. Et cet effet-là va avoir des effets extrêmement positifs sur le niveau de stress, d'anxiété, sur le niveau de distance avec ses émotions. En fait, ce que ça fait, les antidépresseurs, c'est soigner finalement, certes, la dépression, puisque les gens qui sont déprimés et qui en prennent ne sont plus déprimés, certes, ok, mais ils sont plus déprimés surtout parce qu'ils sont plus anxieux. Parce qu'en fait, à vrai dire, les antidépresseurs, ça soigne avant tout le trouble anxieux. Voilà. Et en fait, comment ça soigne le trouble anxieux? Sur des symptômes, en donnant une distance émotionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'être envahi par ses émotions, avoir des émotions, c'est normal. Avoir peur, c'est normal. Être joyeux, c'est normal. Au lieu d'être envahi par ses émotions, d'être bloqué, d'avoir les symptômes physiques dont on a parlé tout à l'heure, de pouvoir respirer, d'avoir des nausées, des tremblements, du stress, d'avoir des pensées négatives qui sont envahissantes, etc., eh bien, ça donne une distance et ça permet de les ressentir sans en être envahi. D'accord? Oui, madame. Alors ça soigne, ça couvre rien du tout, ça soigne. C'est vraiment un soin. D'ailleurs, il y a plusieurs études qui sont sorties cette année qui montrent qu'en fait, le mécanisme le mécanisme principal de l'effet du traitement, c'est par l'augmentation de la concentration de nouveaux neurones dans les amygdales. Alors pas les amygdales de là, hein, celle du cerveau. Donc en fait, ça fait pousser des neurones dans les parties impliquées dans les émotions. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, il faut prendre un antidépresseur longtemps, parce que ça prend beaucoup de temps pour faire pousser de nouveaux neurones, et que les gens qui vont mieux et qui arrêtent, en général, ils sont obligés de reprendre ensuite. Ils vont mieux, puis ils arrêtent, puis voilà. Parce qu'en fait, ils me disent que la première partie de l'effet du traitement, et le deuxième effet qui se coule, entre guillemets, qui est vraiment la pousse de nouveaux neurones, qui vont permettre ensuite d'encaisser les stress longtemps après l'arrêt du traitement, qui vont permettre d'encaisser les stress longtemps après l'arrêt du traitement, eh bien, ça, souvent, les gens ne laissent pas le traitement. Oui, madame. Oui. Ah oui, il y a des patients chez qui, quand on donne un traitement, ils vont avoir des effets secondaires spectaculaires, hyper handicapants, parce que là, il faut changer, il faut mettre autre chose. Alors après, en général, la plupart du temps, les effets secondaires, pour la plupart du temps, les effets secondaires sont temporaires. Hein. Je sais pas, par exemple, la fluoxétine, c'est fatigue, bâillement, maux de tête, troubles digestifs, mais c'est avec une intensité plutôt modérée et surtout quasiment toujours temporaire. En gros, en fait, le vrai problème des antidépresseurs, à vrai dire, pour qu'ils soient pris dans le temps, c'est que ça baisse quand même un petit peu la libido. Et ça, voilà, il faut être prêt à avoir quelques années de traitement avec une libido moins importante. Alors après, elle revient, il n'y a pas de souci, à l'arrêt du traitement, elle revient, il n'y a aucun problème. Mais comme il faut prendre le traitement en temps, il faut être prêt et que le couple soit prêt à une libido qui est un peu moins importante. Alors, c'est pas 100% des gens qui prennent des antidépresseurs qui ont une baisse de libido, hein, mais c'est quand même relativement fréquent, et c'est un des effets secondaires qui disparaît le plus lentement, quoi, malheureusement. Madame. Non, il n'y a aucune dépendance aux antidépresseurs. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Alors ça c'est une minorité de patients. Il y a une minorité de patients, comme moi je suis asthmatique par exemple, je suis obligé d'avoir mon traitement toute ma vie. Si je l'arrête, je rechute. Il y a une minorité de patients qui ont besoin d'antidépresseurs à vie, mais c'est vraiment une toute petite minorité, et c'est de toute façon des patients, ceux-là, ils vous disent, on arrête de l'arrêter. C'est-à-dire que ces patients-là, au bout de 2-3 ans, ils disent, vous arrêtez. Moi je vais très bien avec, vous me lâchez la grappe avec l'arrêt, je m'en fous, prendre un ou deux médicaments le matin, parce que je le tolère bien. Lâchez-moi la grappe avec l'arrêt. Et on continue. Et on continuera autant de temps qu'il faut. Ah oui, on peut. Il n'y a aucun problème à prendre Il n'y a pas de durée limite de prise d'antidépresseurs. Madame. Une personne anxieuse est-elle forcément dépressive? Non, pas du tout. Les gens anxieux ne sont pas forcément dépressifs. Par contre, les gens dépressifs sont quasiment toujours anxieux. Voilà. En fait, l'anxiété, c'est le lit de la dépression. Madame. Quand vous dites les prendre longtemps pour que ça fasse le deuxième effet, ouais. C'est entre quoi, 2 semestres, d'années d'années. C'est entre, on recommande entre 2 et 5 ans. Pour le trouble anxieux, je parle. Ok.
alors, l'intérêt aussi des antidépresseurs, et ça va, vous allez comprendre pourquoi je parle de cette sous-étude qui peut vous paraître un peu anecdotique, c'est que ça permet d'éviter la généralisation des facteurs de stress. C'est-à-dire que, vous savez, quand, je sais pas moi, quand vous traversez, enfin non, vous marchez dans la rue, excusez-moi, j'invente un peu en même temps que vous traversez, vous marchez dans la rue et puis il y a une tuile qui tombe. D'accord? Vous dites, oh là, il y a une tuile qui tombe, j'ai failli mourir, voilà. Et puis donc, là, 99% des gens, enfin peut-être un peu moins que ça, mais la majorité des gens vont dire, bon il m'est arrivé une fois qu'une tuile me soit tombée dessus, c'est pas la mort, et puis ils vivent leur vie ensuite complètement normalement. Puis vous avez des gens qui vont surgénéraliser le facteur de stress, et qui vont marcher au milieu de la route, quoi. Comme ça, ils sont sûrs qu'une tuile va leur tomber dessus, et parce que, on sait jamais, il y a une tuile qui est arrivée, qui leur est tombée dessus une fois, ça pourrait arriver à chaque fois qu'il y a des tuiles dans le village, ou de là où ils marchent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ça empêche de surgénéraliser les facteurs de stress. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le cadre, évidemment, d'une phobie scolaire, d'un harcèlement moral, par exemple, ou d'une peur d'avoir un échec, j'ai eu une mauvaise note, ou je me suis engueulé avec une personne, ou etc., le fait de ne pas surgénéraliser, finalement de ne pas être envahi par ces émotions, ça revient un peu au même de ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien ça va permettre aussi d'avoir une qualité de vie pour les gens et d'arrêter de psychoter, j'ai eu une fois une mauvaise note, c'est fini, j'aurai tout le temps des mauvaises notes, etc., ou je me suis engueulé une fois avec une personne, tout le monde me déteste, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même le grand avantage. Alors ça aussi, c'est une étude rigolote. C'est rigolo pour un psychiatre, excusez-nous, on a le centre d'intérêt. Une seule dose de fluoxétine, une fois. À l'IRM, on voit la différence chez les ados, sur l'irritabilité, sur le niveau d'impulsivité d'irritabilité. Une dose, un seul comprimé. Alors évidemment, c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps, parce que quand on le prend un jour, ça suffit pas, mais même à l'IRM cérébral, ça se voit, ça marche, et ça réduit l'irritabilité. C'est quand même incroyable. Donc l'irritabilité qui est un symptôme cardinal, qui est un symptôme fondamental de la dépression et de l'anxiété chez les jeunes. On peut ne pas être triste et être déprimé si on est irritable quand on est jeune. Vous voyez ce que je veux dire? On peut ne pas être triste. C'est-à-dire qu'un jeune non triste peut être authentiquement déprimé s'il y a un niveau d'irritabilité élevé et qu'il y a le reste des symptômes, bien sûr. Madame. Oui, enfin, alors je vais peut-être vous proposer de passer le micro. Alors, de deux choses l'une, où on pose des questions au fur et à mesure, mais là, ça va être difficile pour Odile et moi de courir partout. Non, mais sinon, je répète la question. Ou alors, vous répétez la question, docteur. Merci, parce que sinon, les autres n'entendent pas. Donc, on me demande si c'est pareil pour la sertraline. Alors, l'étude en question, elle n'a pas été faite sur la sertraline. Enfin, en tout cas, les mécanismes d'action sont communs. Voilà. Donc, on peut se dire que, légitimement, que ça doit être la même chose. En tout cas, cliniquement, on constate que la fluoxétine et la sertraline réduisent l'irritabilité, alors chez toutes les personnes anxieuses et déprimées, mais à fortiori chez les jeunes. Voilà. Oui, madame. Vous parlez des adolescents, mais à partir de quel âge? Alors en France, ce type précisément de molécule, c'est 8 ans, en France. D'accord? Il y en a d'autres molécules où on peut commencer à partir de 6 ans. Voilà. Je trouve peut-être un petit peu moins efficace, ou en tout cas dans le rapport bénéfice-risque est peut-être un peu moins bon. C'est tout à fait bien quand même, hein, mais c'est moins... Si vous voulez, ça honnêtement, ça marche vraiment bien, quoi. Voilà. Les autres, elles marchent bien, mais voilà, c'est pas parfait. Oui. Je voulais savoir, parce que c'est vrai que quand on donne à des adolescents ou des enfants jeunes, oui. Il y a dans la notice quand même un petit topo où il y a des risques suicidaires plus importants. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Alors il y a une étude que je ne vous ai pas mise, mais que j'ai failli vous mettre. Je ne pensais pas que ça vous intéresserait, mais j'ai failli vous la mettre, mais je l'ai dans l'ordi, qui montre que cette mention sur la notice devrait être, scientifiquement, elle devrait être supprimée. Parce qu'on a fait des études, on a beaucoup de recul sur ce type de molécules maintenant. Et en fait, il n'y a aucune raison scientifique de penser que c'est vrai. Aucune. Voilà. Donc en fait, ça c'est pas vrai. C'est comme un peu pour le méthylphénidal, c'est le traitement contre l'hyperactivité. Vous regardez dans la notice, vous allez voir un risque suicidaire. Ça réduit le risque suicidaire. Ça le réduit. En vrai, les études ont montré que ça le réduisait. Des études scientifiques sérieuses publiées dans des grands journaux et tout. Donc vous voyez, il y a des trucs que vous êtes un peu obligé de mettre dans les notices aussi, parce qu'il suffit que ça arrive une fois, et vous voyez. Et puis en fait, quand on regarde les données scientifiques avec tout le recul et les milliers et les centaines de milliers de personnes qui ont été traitées par ces molécules, en fait on se rend compte que ce qu'on avait mis dans les effets secondaires, c'est pas vrai. Oui, madame. Il y a d'autres solutions aussi que les antidépresseurs.
Ah ben c'est ce que je vous dis, c'est même pas qu'il y a d'autres, c'est qu'il faut, l'idéal c'est l'association TCC antidépresseur. C'est-à-dire que scientifiquement, ce qui a montré le plus haut niveau de preuve, c'est-à-dire que si en gros vous êtes face à un enfant et que vous voulez lui offrir les meilleures chances possibles avec le meilleur rapport bénéfice-risque, ce qu'il faut faire, c'est TCC plus antidépresseur. Ça, je l'ai entendu, mais par contre, au niveau de ce que ça apporte au niveau du corps, ces molécules-là, ça reste dans le corps. Qu'est-ce que ça peut générer aussi? C'est-à-dire Madame parlait de dépendance. Mais non, il n'y a pas de dépendance. Il n'y a pas de dépendance. Non, j'ai bien compris qu'elle avait dit qu'il n'y avait pas de dépendance, mais comme dit ma voisine, ce sont des molécules chimiques, donc ça reste dans le corps. Donc il y a quelque chose qui est. Alors non, ça reste pas dans le corps, c'est éliminé progressivement. Donc, par exemple, pour la fluoxétine, qui est celui qui a la demi-vie la plus longue, au bout de 21 jours, vous avez 0% de la dose initialement prise dans votre corps. 0%. 0%. Donc voilà. Non, ça reste pas dans le corps, mais comme rien reste dans le corps, hein, ce que vous mangez. Mais ça a un impact aussi, parce qu'il y a quand même des molécules qu'on absorbe dans notre corps par rapport à d'autres choses qui viennent impacter certains organes. Et ça, ça a été prouvé. Mais là, c'est pas le cas pour les antidépresseurs. Hein, on n'a pas montré. Docteur, s'il vous plaît, vous n'avez pas répété la question. Pardon, la question, excusez-moi. Attention. La question, c'est, on me dit, oui, mais il y a des molécules qu'on peut prendre et qui, en gros, nous flinguent le corps, quoi. C'est un peu l'idée. Voilà. Et bien, en fait, rien n'a été prouvé là-dessus. Au contraire, je veux dire, la tolérance à long terme des gens qui prennent les antidépresseurs, elle est excellente. On a un recul qui est juste gigantesque, puisque c'est des qui sont très prescrites. Donc on n'a aucun signal que ça altère quelque organe que ce soit. Voilà, donc après, il faut toujours faire attention, ça peut arriver chez des allergies, des machins, ça peut arriver chez tout le monde, mais non, on n'a aucun élément de cet ordre-là, Dieu merci, sinon ça serait plus autorisé. Et même chez un adolescent, même chez un individu. Oui, tout à fait, même chez un adolescent, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que la TCC qui met des... Alors la TCC, c'est la thérapie. Qu'est-ce que c'est la TCC? C'est la question. C'est la thérapie cognitivo-comportementale. Donc c'est fait par en général des psychologues formés, donc on fait une formation qui est spécifique et qui en fait est très basée sur justement la cognition et le comportement. En fait, le schéma que je vous ai montré là avec les 3 ronds tout à l'heure au début, avec symptômes physiques, etc. Ça c'est très TCC comme approche. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de voir les problèmes très concrètement et on essaie de travailler sur les pensées, les comportements des individus pour désamorcer ce qui fait que c'est pathologique, ce qui fait que ça pose problème. Donc c'est chose de très très pragmatique. Vous vous allongez pas sur un truc pendant 15 ans à parler de quand vous étiez au ventre de votre maman. Vous voyez, c'est quelque chose de très très pragmatique. C'est des thérapies courtes en général qui durent 10-20 séances et qui peuvent être répétées dans le temps si besoin, mais c'est des thérapies brèves. Voilà. Et qui fait ces TCC-là? Les psychologues en général le font. Pas tous les psychologues. Il faut justement trouver quelqu'un qui est formé à la TCC. Ce que je vous disais, ça c'est très compliqué. Monsieur. Justement, dans le même contexte, quand vous avez un enfant qui refuse l'intervention d'un psychologue ou de toute autre aide extérieure à sa famille, est-ce que le fait de commencer par un traitement de type fluoxétine peut l'amener à suivre une TCC? Alors la question c'est, est-ce que quand un enfant refuse toute aide psychologique, est-ce que commencer par un traitement médicamenteux peut ensuite l'assouplir et lui permettre d'accéder au TCC Oui, tout à fait, évidemment. Ouais, tout à fait. Ok, on va juste continuer, sinon je vais me faire... Juste une question, monsieur. Ici, tout au fond. Ouais. Merci, bonjour. Bonjour. Le Risperdal est-il une alternative à faible dose, comme il m'est arrivé de l'entendre, à la fluoxétine ou à un autre antidépresseur? Et deuxième question, pourquoi y a-t-il autant de discours différents sur les effets de l'antidépresseur? Et vous dites qu'il n'y a que des effets positifs et ça fait du bien à l'entendre, mais pourquoi y a-t-il autant de diversité? Alors, première question, le Risperdal. Le Risperdal, à toute petite dose, a un effet sur les récepteurs 5-HT, donc les récepteurs sérotoninergiques. Donc, effectivement, il y a un rationnel scientifique pour dire que ça peut être utile dans le trouble anxieux, effectivement. Après, c'est pas du tout la molécule de première intention, pas du tout. Deuxième question, comment ça se fait que les antidépresseurs sont tant décriés? Moi, je pense qu'il faut le demander à ceux qui en parlent. Moi, j'ai fait une petite vidéo pour parler du bouquin de 2 professeurs de médecine que je ne nommerai pas, qui sont pas psychiatres d'ailleurs, et qui ont fait un bouquin sur les antidépresseurs. C'est incroyable. Alors, heureusement, il y a plein de psychiatres qui ont fait des tribunes argumentées scientifiquement pour dire que le contenu de ce bouquin était tout à fait particulier. Voilà.
je peux difficilement en dire beaucoup plus parce que c'est un petit peu gênant. Ce qui est sûr, c'est que quand on connaît la littérature scientifique et qu'on regarde ce que dit la science, les antidépresseurs ont un rapport bénéfice-risque. Évidemment qu'il y a des risques pour tout, mais un rapport bénéfice-risque qui est excellent. Excellent. Voilà. Et c'est pour ça que je vous mets des études dans les PowerPoint pour que vous ne croyez pas que ça sort de la cuisse de Jupiter. Moi, je n'ai pas d'avis, je suis psychiatre, je fais de la science. J'applique ce que dit la science. Alors, allez-y, madame. Sur le Risperdal. On a pas mal de questions par an. C'est donné en complément d'un antidépresseur? Alors, ça peut être donné en complément d'antidépresseur. Pourquoi pas? Mais c'est encore une fois, le Risperdal n'est pas un traitement de première intention du trouble anxieux, ni de la dépression. Alors, sur quoi on le rajoute? Parce qu'effectivement, la risperidone à toute petite dose peut avoir un effet de potentialisation des antidépresseurs. Ça, c'est vrai. Mais à toute petite dose. À toute petite dose. Avec, pour le coup, un profil bénéfice-risque qui est moins en faveur que les antidépresseurs. Donc, clairement, c'est pas du tout de la première intention. Pas du tout. Voilà, ça peut se faire, ça peut être utile. Moi, ça m'est arrivé de le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est là, pour le coup, la littérature scientifique nous dit que il faut peut-être vraiment le réserver à des cas très particuliers. Voilà. Alors, les états de stress post-traumatique, qui sont une sorte de trouble anxieux, je vous en parle parce que c'est pas dans la diapo tout à l'heure avec les cercles, mais l'état de stress post-traumatique, c'est un truc qui est quand même assez fréquent, qui est très sous-diagnostiqué, qui est donc la conséquence sur le long terme de l'exposition à un facteur de stress majeur, d'accord, qu'il ait été vécu directement ou indirectement, c'est-à-dire qu'on ait vécu soi-même ou qu'on ait assisté d'une manière ou d'une autre à cet événement. C'est quelque chose qui arrive, qu'on retrouve, en tout cas si on le cherche, on le retrouve pas mal dans les phobies scolaires, c'est un peu le sujet de la réunion d'aujourd'hui, et notamment beaucoup par rapport aux gens qui ont subi des harcèlements. Voilà. Donc c'est toujours à rechercher aussi. Alors, bon, on va passer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, les troubles des apprentissages, ça c'est hyper important. Alors ça c'est une étude aussi un peu rigolote, même si... Bon, pareil, je ne sais pas si je l'aurais fait comme ça, mais une étude rigolote sur l'anxiété et les maths. Voilà. Alors en gros, l'étude est dit un truc tout bête, mais bon, il fallait le tester quelque part. Pourquoi pas, c'est rigolo. En fait, l'anxiété, c'est pas bon pour les apprentissages, quoi. Hein. Être stressé, ça favorise pas du tout les apprentissages. C'est-à-dire qu'à compétence pour réaliser le problème équivalente, si vous êtes anxieux, vous serez moins bon. Alors c'est de la palissade pour vous tous, n'empêche que ça c'est bien quand on le dit et quand on le vérifie. Donc le trouble anxieux, c'est aussi quelque chose qui peut, via les troubles des apprentissages, la flèche que j'avais mise tout à l'heure, amener aussi à un facteur de risque de phobie scolaire. Alors ça je vous l'ai mis juste parce que ça fait un peu style, mais en fait on s'en fout. Le TDAH. Donc, étiologie numéro 2, mais loin derrière. Soyons très clairs, dépression, trouble anxieux, toutes les formes possibles d'anxiété, c'est vraiment en 1 de chez 1 de chez 1. Loin derrière, on a le TDAH. Le TDAH, c'est trouble de déficit attentionnel avec hyperactivité. Alors c'est un truc qui porte très mal son nom, parce que c'est pas du tout ça. Mais d'abord, on va essayer d'expliquer un peu l'histoire de verrou dopaminergique. Il faut comprendre que le système de la sérotonine, donc du doute, dont on a parlé tout à l'heure dans la dépression, dans l'anxiété, il est relié mécaniquement, neurologiquement, au système du plaisir de la récompense. D'accord ? Et en fait, quand vous avez soit du stress ou du déplaisir, donc soit vous êtes stressé, soit vous n'avez pas de plaisir, vous n'avez pas assez de plaisir, eh bien, une sorte de blocage qui se fait et vous augmentez naturellement votre niveau de distractivité et d'impulsivité. C'est-à-dire que si vous vous emmerdez dans cette conférence-là tout de suite, vous allez beaucoup plus facilement être distrait par le moindre bruit qui va se passer autour de vous, etc. Et vous allez beaucoup plus avoir tendance à chicoter, à bouger les jambes, à vous retourner, à avoir envie de partir, etc. Que si vous avez du plaisir à écouter cette conférence. D'accord ? Donc ça, c'est cette notion un peu de verrou dopaminergique. C'est le cas pour tout le monde. Tout le monde est comme ça. Tout le monde. Comme tout le monde doute, et bien tout le monde est comme ça. D'accord ? Et donc quand vous êtes détendu, alors j'ai mis où, mais en fait c'est et qu'il y a du plaisir, là pour le coup je me suis trompé, là le verrou est ouvert et vous augmentez votre niveau de concentration et d'apaisement. D'accord ? Alors TDAH, le problème c'est que c'est mal nommé. C'est-à-dire que le TDAH, effectivement,
il peut y avoir un déficit attentionnel et il peut y avoir une hyperactivité. Mais chez quelqu'un qui a un authentique TDAH, c'est pas forcément constant. Parce qu'en fait, si le verrou est ouvert, si vous avez du plaisir, si vous êtes sur un gamin qui est sur sa tablette ou qui adore, je sais pas moi, travailler le bois, qui travaille le bois, ou qui adore faire de l'acrobranche, qui fait de l'acrobranche, ou voilà, s'il y a du plaisir, il va être concentré autant de temps qu'il faut, voire même plus que la moyenne des gens. Quelqu'un qui a un TDAH. Si par contre il n'y a pas de plaisir, ça va être encore plus dur que les autres. C'est dur pour tout le monde, bien sûr. Ça va être encore plus dur que pour les autres, de pouvoir se concentrer, de rester assis, de ne pas bouger, etc. D'accord ? Donc, ça, il faut vraiment comprendre. C'est un peu mal nommé le TDAH, parce qu'on a des gens qui disent « Ah ben moi, dans ma consultation, il n'a pas bougé, hein, il est resté concentré, donc il n'a pas de TDAH. » Non, c'est pas ça le TDAH. C'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir. C'est pas le sujet. On ne vous demande pas comment le patient se passe, comment il est dans la consultation. Pour faire le diagnostic, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps, il faut interroger tout le monde, il faut vraiment essayer de comprendre les circonstances, etc. Et surtout, de voir le niveau d'impact que ça a, parce que c'est comme tout le monde est anxieux, tout le monde a un mini TDAH. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, le problème, c'est que quand on dit T, on parle de trouble. Quand est-ce qu'il commence le trouble, hein ? Quand est-ce qu'on est, vous vous rappelez là tout à l'heure, la barre rouge, quand est-ce qu'on passe la barre rouge ? Est-ce que vraiment, cette barre rouge, elle est passée souvent ? Et est-ce que le fait de passer cette barre rouge a un impact important sur la qualité de vie de l'individu et de l'enfant ? Si oui, il y a un TDAH. Sinon, il n'y a pas de TDAH. Même si vous êtes impulsif, distractible, tout ce que vous voulez. Ouais. Et je trouve que ce qui est oublié par rapport au TDAH, c'est que ça peut être avec ou sans hyperactivité. Tout à fait. On dit de manière globale, on dit TDAH, on dit l'acronyme, mais au niveau des classifications, c'est TDA avec ou sans hyperactivité. Il y a un slash, TDA, slash H, et surtout que la forme majoritaire, c'est la forme sans hyperactivité. La forme la plus fréquente, c'est la forme... C'est pour ça que j'insiste beaucoup, à vrai dire, sur l'attention. Je ne vous ai pas parlé du tout d'hyperactivité depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est pas vraiment le sujet. Oui, madame. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une surévaluation en ce moment des TDAH? J'ai aussi d'élèves qui disent je suis hyperactif. Est-ce que c'est pas aussi, comme vous parliez de normes tout à l'heure, la norme scolaire en France, qui fait qu'il y a beaucoup de TDAH? Alors, ça, on va en parler juste après, mais oui, vous avez parfaitement raison, et c'est vraiment... c'est-à-dire que l'environnement va jouer sur... le nombre de personnes qui vont présenter des symptômes et donc du coup sur le nombre de personnes qui vont souffrir de ces symptômes. Si vous demandez effectivement à des enfants de rester assis pendant des heures sans bouger et d'écouter quelqu'un qui parle, vous allez recruter beaucoup plus de personnes qui vont souffrir de ça que si vous prenez les mêmes individus et que vous leur faites un programme où ils bougent, où ils découvrent eux-mêmes, où ils ont le droit de toucher, de tester, d'appuyer, de vérifier, de passer en dessous, de regarder, etc., etc. Et vous allez avoir des meilleurs résultats, d'abord scolaires, d'apprentissage avec ces enfants-là, enfin avec cette méthode-là, qu'avec l'autre, évidemment. Et surtout, il y en aura zéro qui vont souffrir de TDAH, parce qu'en fait, ils n'en souffriront pas du tout. Ce sera même un avantage pour eux. Être distractible et impulsif, c'est quand même deux qualités fondamentales de l'espèce humaine. Comme le doute. Si on ne doute pas, on est mort. Si on ne doute pas, on est mort. Les gens qui ne doutent pas meurent vite, très vite. D'accord ? Si on n'est pas distractible et impulsif, on est un très mauvais chasseur, on est un très mauvais cueilleur, on est quelqu'un qui n'est pas curieux, qui n'a pas de curiosité, et c'est quand même terrible. Donc, heureusement, tout le monde est curieux, impulsif et anxieux. D'accord ? Après, le problème, c'est l'importance et l'impact que ça a sur la qualité de vie des individus. D'accord ? Il faut bien comprendre aujourd'hui, moi je ne vais pas pouvoir vous parler de schizophrénie par exemple. La schizophrénie c'est une maladie mentale, il faut vraiment comprendre ça. C'est quelque chose, c'est une maladie comme je sais pas moi, c'est un truc qui a un problème où qu'on soit. C'est-à-dire c'est comme naître sans jambes, c'est compliqué. On n'est pas prévu pour naître sans jambes. Et donc globalement la qualité de vie de quelqu'un qui naît sans jambes va être très mauvaise. D'accord ? Au global. La vie va être beaucoup plus compliquée. La schizophrénie c'est pareil, c'est pas prévu. On n'est pas prévu pour être schizophrène, donc les personnes qui souffrent de schizophrénie sont des personnes malades et qui, quelle que soit la circonstance dans laquelle ils vivent, ils vont en souffrir. Plus ou moins, évidemment, mais ils vont en souffrir. Quelqu'un qui a un TDAH ou un trouble anxieux aujourd'hui, avec les critères qu'on a et qui en souffre aujourd'hui, vous le mettez peut-être il y a 1000 ans dans une autre circonstance, ou même aujourd'hui dans une autre société, dans une autre organisation, peut-être qu'il n'aura ni trouble anxieux ni TDAH. Vous comprenez ? Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Nous, aujourd'hui, on ne parle pas de maladie, en fait. J'ai pas parlé de maladie, moi. Du coup, vous m'amenez à parler plutôt de ce que j'avais prévu de parler plutôt à la fin, on va dire, de cette rencontre. Mais c'est que il faut vraiment qu'on s'interroge sur notre mode de vie et notre société. Parce qu'effectivement, on est en train de recruter sur 100 personnes de plus en plus de gens qui vont devenir malades, enfin qui vont plus exactement souffrir de troubles.
Et plus on va aller dans une société qui va être complexifiée, anxiogène, etc., et plus on va recruter ces gens-là. Enfin, ces gens-là, ils sont là, ces gens-là, mais plus on va les rendre malades, plus on va rendre un nombre important de gens malades en souffrance. Vous comprenez? Ça, c'est voilà, c'est un peu le message de fin, mais voilà. Donc c'est une qualité, hein, le TDAH, pour info, je ne sais pas si j'ai du temps encore ou pas. Oui, le TDAH, pour info, il y a de la génétique, on a cherché un peu la génétique du TDAH, on a retrouvé évidemment, et on a à peu près 300 gènes impliqués, alors qui jouent pour presque rien à chaque fois. Hein. C'est pas 300 gènes, ou si vous avez une seule variation du gène, vous avez un TDAH. C'est des trucs qui jouent à presque rien, c'est des maladies extrêmement des troubles extrêmement complexes en tout cas. Donc, ces 300 gènes impliqués en toute petite partie sur le risque de développer un TDAH, dans certaines circonstances, ils sont dans 12 clusters différents, dans 12 zones différentes. Ces 12 zones sont toutes dans les zones de mammifères. C'est pas un truc d'être humain, le TDAH. Tout comme le trouble anxieux d'ailleurs. C'est pas un truc spécifique à l'humain. C'est un truc de mammifère. C'est un truc de souris, de tout ce que vous voulez, de mammifère. D'accord? Donc ça montre aussi bien que ces processus, ils sont très anciens. D'accord? Ces gènes-là, ils sont très anciens. Ces variations de gènes sont très anciennes. Elles ont une utilité, elles n'ont pas été sélectionnées pour rien. C'est pas des mutations de nouveau comme ça qui apparaissent comme ça du jour au lendemain. D'accord? C'est des trucs très anciens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'héritabilité du TDAH, elle est extrêmement élevée. C'est à peu près 80% d'implication génétique dans le TDAH. D'accord? Et quand on voit un enfant qui a un TDAH, très très souvent, on trouve un des deux parents qui dit « Ah bah moi j'étais pareil, etc. etc. » C'est hyper fréquent. C'est hyper fréquent parce que c'est une qualité. Bien joué, c'est une qualité. Alors, peut-être pas forcément dans toutes les circonstances, mais voilà. Donc, ça peut poser problème dans un contexte donné. Ok, donc ça, je vous ai déjà dit. Alors, ça, c'est l'interaction sérotonine-dopamine. C'est juste pour illustrer. Alors, ça, c'est les fake news. Un TDAH, c'est à la mode, c'est inventé par les labos. Les premières descriptions de confrères médecins, c'est 1780. Vous voyez, les labos, à l'époque, ils étaient puissants. Hein. Waouh! Et c'est les mêmes descriptions, hein. C'est très drôle, mais c'est les mêmes descriptions. Bah, voilà. Quand on a commencé déjà 1780, ça commençait déjà à être une société un peu bancale. Hein. Mais ça a commencé bien avant la société bancale, mais enfin déjà à l'époque c'était compliqué. Hein. Aujourd'hui c'est encore pire. Le problème de TDAH, c'est un problème d'éducation. Évidemment, c'est la faute des parents, il faut le savoir, c'est surtout de la mère, bien sûr. Toujours, n'oubliez pas, hein. Toujours la faute de la mère. Hein. Méchante maman qui a été envahissante et le père qui est absent. Bien sûr, hein, toujours. Hein, voilà. Bon. Après cette fake news, on va dire la vérité, c'est pas du tout un problème d'éducation, TDAH, c'est faux. C'est de la biologie. Voilà. Pour info, le TDAH, c'est le deuxième trouble le plus fréquent chez les étudiants en médecine. Après la dépression et l'anxiété. Vous voyez? C'est une étude américaine que je vous citais là. TDAH, c'est top. Ah oui, alors le trouble oppositionnel avec provocation, c'est une conséquence, ça aussi c'est important, je voulais vous le dire, parce que ça crée beaucoup de refus scolaires, de phobie scolaire, le TOP, parce que ça empêche, tout comme le TDAH, de s'intégrer correctement dans l'environnement scolaire, que ce soit sur le plan scolaire des apprentissages. Le TDAH, ça donne des troubles des apprentissages, on en parlera juste après. Et le TOP, le trouble avec provocation, ça donne des troubles du comportement qui font qu'on a du mal à s'intégrer sur le plan scolaire, et que avec ses pairs, et puis qu'on a aussi du mal simplement sur le plan des apprentissages, parce qu'on est toujours dans une provocation, etc. Et ça peut aussi amener à des refus et des phobies scolaires. Troubles des apprentissages, donc voilà, le TDAH, en fait, il faut savoir qu'il y a un overlap, un chevauchement génétique entre les troubles 10, notamment la dyslexie, la dyscalculie, et le TDAH, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gènes en commun, d'accord. Il y a des processus cognitifs aussi en commun. On a même des patients qui ont un diagnostic de dyslexie, alors il est où celui-là? Je ne sais pas si je l'ai mis. Voilà. Sur une population de 100 enfants, ça c'est en France, qui avait des diagnostics de dyslexie, en fait il y en avait, je crois, quasiment 70 ou 80%, je n'ai plus les chiffres en tête, qui en fait 70% des diagnostics de dyslexie en fait étaient posés par erreur. C'était avant tout le TDAH. D'accord? Et quand on traite le TDAH, soit la dyslexie disparaît, soit en tout cas le travail de l'orthophonie est beaucoup plus facile. Beaucoup moins compliqué. Et ça marche beaucoup mieux.
Alors, je sais pas ce que bon, TOC. Alors, les TOC, c'est aussi un motif fréquent de refus scolaire. Il faut comprendre que les TOC, c'est les troubles obsessionnels compulsifs. Donc, c'est par exemple une pensée obsédante. Je sais pas moi, je vais avoir des microbes, je vais être malade, et une compulsion qui fait que je vais me laver les mains 30 fois, 40 fois, etc. J'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. Vous comprenez bien que ça, sur quelqu'un qui a un TOC, il va plus à l'école. Il a peur de maladie tout le temps. Il doit se laver les mains 40 fois par jour. C'est l'horreur. D'accord ? Le TOC, c'est un trouble anxieux, évidemment, et ça se soigne, évidemment, très bien. Et ça, c'est aussi un motif de refus scolaire. Madame. Oui, est-ce que le TOC, donc la question c'est est-ce que le TOC c'est lié à l'OCD ? Oui, bien sûr. Hein, il y a une idée obsédante qui est dans le TOC. Le TOC est un trouble anxieux. Oui, et le TOC aussi, il y a une comorbidité de TDAH qui est très fréquente, hein, notamment probablement par rapport au défaut d'inhibition, c'est-à-dire que quand vous avez un TDAH, vous avez du mal à vous empêcher de gigoter, de parler, etc., d'être distrait, etc. Et en fait, probablement que la partie compulsion dans le TOC, c'est une sorte un peu de défaut d'inhibition. Hein, c'est j'arrive pas à m'empêcher de me laver les mains en l'occurrence. Oui. Quand j'ai l'anxiété, l'idée obsédante angoissante. Bon, c'est une hypothèse. Alors, le trouble du spectre autistique. Je peux vous en parler pendant des heures, mais il y a... On aurait une question ici, docteur. Oui, sur madame. Alors, quand il y a un TOC, il faut effectivement chercher les comorbidités fréquentes, et le TDAH est une comorbidité fréquente du TOC. Tout à fait. Alors, trouble du spectre autistique, j'ai dû faire un truc spécial pour ça. TDAH et troubles du spectre autistique sont statistiquement liés. La comorbidité, les deux comorbidités les plus fréquentes des troubles du spectre autistique, c'est le trouble anxieux et le TDAH. D'accord ? C'est par ailleurs les deux comorbidités les plus fréquentes du haut potentiel. Je ne sais plus qui m'en parlait, mais qui parlait du haut potentiel. Voilà. Donc c'est extrêmement fréquent. Extrêmement fréquent, donc c'est des choses qu'il faut aussi évaluer. Alors le TSA en lui-même va augmenter évidemment le risque de phobie scolaire, de refus scolaire, mais ça, parce que je n'ai même pas besoin d'en parler. Mais il faut toujours aller chercher les comorbidités, puisque comme vous savez, il n'y a pas de traitement spécifique pour les troubles du spectre autistique, alors qu'il y a des traitements spécifiques pour les deux comorbidités les plus fréquentes, que sont le TDAH et le trouble anxieux. Oui. Faut-il que le TDAH soit facilement diagnostiqué? J'ai l'impression qu'en France, aujourd'hui, on manque d'outils crédibles, de tests vraiment... Alors, la question, c'est le diagnostic et les tests pour le TDAH. Alors, il faut être extrêmement clair. Alors, le professeur, d'ailleurs, Damien, qui n'est pas très loin d'ici, de pédiatrie, j'ai assisté à une de ses conférences il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, le répétait, le marquait sur ses diapos. Le diagnostic de TDAH, il est clinique. Clinique. C'est pas les bilans neuropsy qui font le diagnostic de TDAH. Surtout pas. C'est autre chose. Ça peut être utile pour préciser des trucs, etc. C'est même très souvent utile. Dans la plupart de mes patients, je les envoie chez le neuropsy, mais le diagnostic n'est absolument pas fait sur le bilan neuropsycho. Absolument pas. C'est un diagnostic clinique, c'est un interrogatoire, c'est une observation, et c'est rien d'autre que ça. Voilà. Donc en fait, il faut simplement que les gens soient formés, et petit à petit, les générations vont se former de mieux en mieux. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. Alors aujourd'hui, quand on fait un diagnostic TDAH, on passe pour un grand méchant. Hein. Je suis le grand Satan qui veut droguer les enfants, etc., etc. Mais voilà, ça va venir progressivement, les choses vont s'apaiser. C'est normal d'avoir des inquiétudes. Récemment, je parlais des vaccins. Vous savez, on a démontré que le vaccin ROR n'augmente absolument pas le risque d'autisme, contrairement à ce que disaient certaines personnes. Alors, je pense qu'il faut à la fois dire la vérité, c'est que ça n'augmente pas le risque d'autisme, mais il faut aussi dire qu'il est légitime que des gens se posent la question. Hein, il ne faut pas tout de suite les insulter en disant vous êtes des conspirationnistes, vous êtes des grands méchants, vous êtes Satan et voilà, je ne sais pas quoi. Vous avez des cornes qui vous poussent. C'est aussi légitime que des gens se posent des questions. Et donc c'est pareil pour le TDAH, petit à petit, ça va rentrer dans les mœurs, ces gens vont comprendre, il va y avoir de l'information, de la pédagogie, il va y avoir aussi de l'expérience. Quand on a quelqu'un dans sa classe chez qui ça a bien fonctionné, on va se dire peut-être finalement, je m'étais dit que c'était peut-être pas bien, puis finalement peut-être que ça marche un peu, en tout cas peut-être sur une personne sur deux, j'en sais rien. Puis vous voyez, petit à petit, les gens vont évoluer. Le problème, excusez-moi, c'est que c'est long et l'école ne suit pas le même mouvement. Ah oui, ça c'est effectivement, mais ça c'est un... Avec les enfants à problématiques particulières sont dans des classes lambda et noyés dans la foule.
Oui, dans la foule. Donc là, vous posez la question de l'adaptation de l'école à des enfants avec besoins particuliers. Et en disant que c'est un peu trop lent, selon ça. C'est beaucoup trop lent. Ouais, on en parlera juste après. C'est justement le sujet qui va être abordé après. Voilà, je me dépêche. Non, prenez votre temps, docteur. Troubles du spectre autistique, TDAH, troubles anxieux, ok. Troubles obsessionnels. Oui, il faut comprendre aussi qu'il y a un chevauchement important dans la symptomatologie du trouble du spectre autistique avec d'autres symptomatologies, notamment celle du trouble obsessionnel. Les personnes souffrant de troubles du spectre autistique ont des comportements qui peuvent beaucoup ressembler finalement à un trouble obsessionnel. Ils ont aussi des comportements qui peuvent beaucoup ressembler à un trouble attentionnel, voire une hyperactivité. Donc il y a aussi, il faut comprendre que nous, en psychiatrie, on a un petit problème de nosographie, de classification des maladies. On essaie de faire au mieux, on est en train de modifier la manière de voir les pathologies grâce à l'apport de la génétique et de la neurobiologie, parce qu'en fait, en comprenant les mécanismes, on se rend compte que des trucs qu'on voyait comme séparés ont des mécanismes en commun. Donc on est en train de refaire un petit peu notre classification pour la rationaliser, la rendre plus proche de la réalité. Voilà. Mais il faut comprendre que c'est compliqué, les histoires aussi de diagnostic. Souvent, les gens sont perdus. On me dit, bah oui, mais mon enfant, il a un TSA, donc il ne peut pas avoir TDAH ou trouble anxieux. Bah si, évidemment, parce que d'abord, c'est des comorbidités fréquentes, et qu'on voit bien qu'il y a une part non négligeable de ces patients qui s'améliorent quand on traite leur comorbidité. Et qui même parfois ont des symptômes, soi-disant spécifiques du trouble du spectre autistique, qui s'améliorent alors qu'en théorie, ça ne s'améliore pas. D'accord ? Alors, dans une étude qui date d'avant-hier, je ferai bientôt une vidéo là-dessus, en tout cas que j'ai vu avant-hier, en tout cas il y a maximum une semaine qui est sortie dans Nature, donc pas le petit journal, il montre que les récepteurs sérotoninergiques sont impliqués dans les symptômes clés des troubles du spectre autistique. C'est la première fois qu'on peut le démontrer. Nous, cliniciens, on le sait depuis, on voit bien que la part anxieuse, la part sérotoninergique dans le TSA est évidente, mais là, pour la première fois, ça a été démontré. L'article est sorti dans Nature, j'en ferai bientôt une revue. Voilà. Alors, le potentiel intellectuel, vous voyez, je vous avais dit, j'en parlerai. J'ai pas menti. Bon. Alors ça, c'est hyper compliqué. Alors d'abord, il y a plein de mots pour ça. Alors, s'il vous plaît, pas de questions là-dessus. Oui, mais précoce, on s'en fout. On s'en fout. Il faut arrêter avec ça. On s'en fout des termes. On va essayer de poser des choses plus justement par des processus que par des mots. D'accord ? Ce qu'on peut appeler haut potentiel intellectuel, c'est des enfants ou des adultes qui ont un fonctionnement cognitif qui va un peu plus vers la droite de la courbe de Gauss sur certains paramètres cognitifs, mais pas tous. Pas tous. Parfois même ils sont moins compétents dans d'autres paramètres cognitifs. D'accord ? Donc, on a l'habitude de dire haut potentiel pour des gens qui sont beaucoup à droite dans la courbe de Gauss de tout à l'heure, qui scorent beaucoup dans des échelles particulières, sur des exercices particuliers, qu'on peut considérer comme une sorte d'intelligence de traitement de l'information, de traiter des informations très pratico-pratiques, parfois aussi théoriques, mais par exemple pas forcément très émotionnelles. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, intelligence, plutôt entre guillemets intellectuelle. Encore le terme intelligence, c'est peut-être pas le meilleur. Bon. Donc, et puis on a enrichi ça progressivement de la symptomatologie que ces gens présentent fréquemment, qui est une hypersensibilité émotionnelle, etc., etc. Voilà. Et on peut en rajouter plein de critères. Alors, le truc, c'est d'essayer de faire la différence entre la cause et la conséquence. Est-ce que, par exemple, l'hypersensibilité émotionnelle, ça fait intrinsèquement partie du potentiel intellectuel? Est-ce que non, etc., etc. En fait, ça dépend de ce qu'on va décider du terme qu'on va utiliser, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on va recruter des symptômes pour parler donc de haut potentiel intellectuel en fonction finalement de ce qu'on a nous-mêmes décidé. Donc c'est un peu artificiel, je trouve, les termes autour de ça. C'est pour ça que j'ai mis ou autre dénomination. C'est complètement artificiel. En gros, l'idée générale, moi, en tout cas ce que j'ai remarqué dans ma pratique, donc ça n'engage que moi. Non, on va faire mieux que ça. On va prendre des études. Il se trouve que les gens diagnostiqués comme haut potentiel intellectuel sont beaucoup plus souvent atteints. Mais vraiment beaucoup, c'est genre entre 5 et 40 fois, quoi. C'est dommage, j'ai pas l'étude là, mais j'ai fait une vidéo là-dessus, donc si vous voulez voir l'étude, n'hésitez pas à la regarder en vidéo. De troubles du spectre autistique, de TDAH, de troubles anxieux, de dépression, de pathologie auto-immune, thyroïdite, je sais pas quoi, pathologie auto-immune, etc., etc. Bon. C'est l'hypothèse de hyper-brain, hyper-body.
C'est-à-dire l'hyper-cerveau, mais l'hyper-corps aussi qui réagit beaucoup, même sur le plan de l'immunité. Voilà. Donc, si ça vous intéresse ça, allez regarder les différentes études qui ont été faites à ce sujet. C'est extrêmement controversé parce qu'en fait, en fonction du périmètre de la définition de haut potentiel, vous allez soit complètement exclure les gens avec des troubles psychiques en disant bah, s'il y a un trouble psychique, c'est qu'il n'y a pas un haut potentiel. Voilà. Ou pas. Et en fait, si vous prenez les choses de manière plus générale, vous allez vous rendre compte que l'écrasante majorité des gens avec des fonctions cognitives performantes dans certains scores, et en l'occurrence pas forcément émotionnels, j'insiste, eh bien, eux souffrent très souvent de comorbidité, on va dire. Alors après, c'est la même chose. Est-ce que c'est des comorbidités ou est-ce que c'est grâce, par exemple, au doute, à la distractivité et à l'impulsivité qui sont plus intelligents? Ce qu'on a dit tout à l'heure. Je veux dire, qu'est-ce que c'est qu'être intelligent? C'est être curieux et se poser des questions quand même. Hein. Comment être intelligent si on n'est pas curieux? C'est impossible. Si vous n'êtes pas curieux, si vous n'allez pas regarder comment les choses sont faites, essayer de regarder voilà, comment ça fonctionne, si vous n'êtes pas distrait par ça, vous allez dire tiens, alors oui, d'accord, donc en fait, c'est cette machine-là qui envoie de la lumière et qui l'envoie là. D'accord, ok. Donc vous voyez, si vous n'êtes pas curieux, c'est compliqué de nourrir votre cerveau en tout cas. Et donc de le rendre intelligent. Parce que en fait, l'intelligence c'est une sorte d'entraînement finalement. Bon. Deuxième chose, si vous ne doutez pas, si vous ne posez pas de questions, comment voulez-vous être intelligent? C'est quand même compliqué. L'intelligence, c'est aussi se poser des questions, c'est remettre en cause. C'est en permanence douter sur ce qu'on nous dit, ce qu'on apprend, ce qu'on teste, ce qu'on découvre, etc. Et on peut, selon moi, alors là, donc là, du coup, là, ça y est, ça n'engage que moi. Moi, je pense que les éléments fondamentaux pour être plus intelligent que la moyenne, c'est forcément d'avoir une propension au doute plus élevée et d'avoir une propension à la distractibilité et à l'impulsivité, donc à la curiosité finalement, plus élevée. Je ne vous dis pas du coup que c'est d'avoir un trouble anxieux et un TDAH, mais sauf qu'on sait que douter plus que la moyenne, ça aboutit très vite à un trouble anxieux, et que être distractible et impulsif, donc c'est être plus curieux que la moyenne, ça aboutit très vite à un TDAH, dans un contexte donné. Donc voilà moi comment je résumerais à ma manière, mon humble manière, là pour le coup, c'est vraiment uniquement mon avis, donc ça ne vaut pas grand-chose, cette histoire de précocité intellectuelle et d'intelligence. Voilà. Effectivement, ça me semble cohérent qu'on retrouve plus de troubles anxieux et de TDAH dans la littérature chez ces patients-là, parce qu'en fait, je pense que fondamentalement, voilà, il faut avoir plus de doutes et plus de distractivité et d'impulsivité. C'est clair? Non, c'est pas clair du tout. Si? D'accord. Oui, alors ça c'est juste une illustration. Le HPI peut cacher des anxiétés de TDAH. C'est très fréquent que ce qu'on appelle donc le haut potentiel intellectuel en fait cache le TDAH, parce qu'en fait dans certaines circonstances données, notamment quand le verrou dopaminergique est ouvert, vous faites un bilan neuropsycho, parce que malheureusement il y a des gens qui pensent qu'il faut faire un bilan neuropsycho pour savoir si on a un TDAH, et en fait vous allez avoir des scores hyper bons en attention et en défaut d'inhibition, c'est-à-dire que les gens vont être vraiment capables de s'inhiber dans des sous-scores particuliers où on teste justement leur capacité à inhiber. Ils vont être hyper bons parce qu'en fait ils sont hyper intéressés, ils ont envie d'avoir une bonne note, etc. C'est très souvent que le haut potentiel peut cacher, en tout cas à ceux qui n'ont pas forcément compris ce que c'est le TDAH, le TDAH. Voilà, alors, conclusion, après on pourra discuter si on a du temps. La phobie scolaire c'est un symptôme, c'est pas du tout une maladie, c'est même pas un trouble, c'est un symptôme possible de plein de choses. Traiter l'étiologie et l'environnement, c'est une priorité. Traiter l'étiologie, quelle qu'elle soit, donc troubles anxieux, dépression, TDAH, troubles d'apprentissage, etc. Et l'environnement, notamment pour les facteurs de stress type harcèlement scolaire, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. Et interroger notre système scolaire, c'est indispensable. Et quand je dis système scolaire, en fait, il faut interroger toute notre société. Mais là, comme on parle que de la phobie scolaire et du refus scolaire, je ne parle que du système scolaire. Mais en vrai, des trucs fous, il y en a à peu près partout. C'est-à-dire des trucs, je vous donne l'exemple du feu rouge, c'est ridicule, mais justement je le prends exprès parce qu'il est ridicule, parce qu'il est insignifiant. Et n'empêche que ça fait des morts. Ça tue des gens. Le fait d'avoir inventé le feu rouge, ça tue des gens. Voilà, c'est quand même un concept étrange, quoi. Voilà. Donc, il faut interroger notre système scolaire. En fait, notre système scolaire, il est super sur le papier.
Moi, je trouve qu'il est top. Mais vraiment, sur le papier, c'est carré, etc., machin. Je veux dire, si on met des robots dans les classes, ils vont être hyper performants à la fin. Ils vont être mais topissimes. On va leur mettre plein de trucs dans la tête. Ça va être des super robots super puissants. Si on met des êtres humains dans le système actuel, en France, vous allez avoir de la casse. Vous allez avoir des gens qui vont très bien s'en sortir, qui vont finir énarques, qui vont être très obsessionnels, hyper rigides, qui vont avoir beaucoup de plaisir à avoir la récompense de la bonne note, qui sont des gens très intelligents, supérieurement intelligents, souvent des gens d'ailleurs très impulsifs, très distractibles, mais qui sont très obsessionnalisés, et donc très hyper scolaires et tout. Ils vont finir énarques, ils vont nous gouverner, et ils vont trouver que le système il est super. Et ils vont le trouver hyper logique. Ben non, mais c'est hyper logique. Non, c'est hyper logique. Je veux dire, 1 plus 1 égale 2, non? Je veux dire, faut être clair, hein, voilà. Alors oui, certes, 1 plus 1 égale 2, mais voilà, il faut prendre en compte d'autres critères que ça, parce qu'en fait, nous sommes des êtres humains, nous sommes des mammifères, nous avons une biologie particulière, nous avons des besoins particuliers, et il faut les prendre en compte. Alors, écoutez, j'espère que j'ai été à peu près clair, et puis vraiment, je vous remercie. Si je fais un tout petit peu de pub, excusez-moi, juste avant que ça se termine, pour l'association Food Normandie, qui est l'association pour laquelle je travaille, et pour notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à la faire connaître, etc. Vous savez, le pouce bleu, le commentaire, le partage, etc. Merci beaucoup. Est-ce qu'on attend pour les questions, chef? Bien sûr. Alors je voulais préciser simplement que moi j'avais eu particulièrement, je vous ai rencontré, docteur, à travers votre chaîne YouTube. Et j'apprécie beaucoup votre façon de démystifier un peu la psychiatrie et dans le respect des parents déjà, pour tout ce qui concerne au potentiel, le TDA, etc. Nous parents, quand on visionne vos vidéos, on se sent un peu moins mauvais parents. Voilà. Donc un grand merci à vous. Merci à vous. Alors, première question. Ne voulant pas de problème, est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre qui donne le micro aux gens, comme ça j'ai pas de problème, c'est pas de ma faute si les gens en parlent pas. Ah bah il y a quelqu'un avec quoi? Alors, super. J'ai une question concernant le diagnostic TDAH. Il est clinique. C'est les psychologues qui reçoivent principalement en première intention par rapport aux pédopsychiatres ou aux neuropédiatres, parce qu'on manque de ces professionnels. Du coup, quelles sont vos attentes à vous qui pouvez poser ce diagnostic, si les attentes ne sont pas d'évaluation comme la TIC ou neuropsychologique? Oui, en fait, moi je travaille, donc j'ai 2 neuropsychos avec moi dans le cabinet, elles sont formidables, elles sont hyper bien formées à ça et tout. Et en fait, effectivement, moi ce que j'attends, c'est qu'en fait, elles sont capables de faire le diagnostic. Enfin, faut arrêter, il n'y a rien de très compliqué. Quand on connaît les symptômes, quand on comprend les symptômes, n'importe quelle personne, pas besoin d'être d'ailleurs psychologue, si on a bien compris ce que c'est, on peut en tout cas envisager le diagnostic, l'imaginer. Et donc, ce qu'il faut, c'est expliquer aux gens, aux familles, ce que c'est, et dire, ça serait peut-être bien d'avoir une évaluation par quelqu'un qui est à même de poser le diagnostic. Donc, en fait, c'est vraiment de l'orientation, de la pédagogie. Et de toute façon, au bout d'un moment, on aura besoin de vous pour réorienter les patients, parce qu'en vrai, on a besoin de vous, non pas pour le diagnostic, mais on a besoin de vous pour tout le reste. Voilà, pour tout le reste. Mais pas pour le diagnostic, effectivement. Moi, je voulais savoir comment on peut orienter nos enfants qui sont dans les classes maternelles, parce que généralement, en 6 ans, on a très peu de réponses quand on a des enfants en difficulté. Tout à fait. Alors, c'est très compliqué en dessous de 6 ans, parce qu'on se fait taper sur les doigts très rapidement si vous voulez. Là, il faut orienter d'abord vers, effectivement, moi je pense qu'il faut quand même orienter vers le psychiatre, si vous voulez, le pédopsychiatre, quand c'est possible. Sinon, il y a beaucoup de centres experts qui commencent à sortir dans les hôpitaux, dans les services de pédiatrie, centres ressources, trucs des apprentissages, trucs de machin, etc. Donc ça, il faut les orienter aussi. Ce qu'il faut effectivement comprendre, c'est qu'ensuite, sur le plan, moi, du psychiatre, sur la partie thérapeutique médicamenteuse, en dessous de 6 ans, on a tout à fait des preuves de l'efficacité du traitement, mais on n'a pas l'AMM, et donc c'est compliqué, on se fait vite taper sur les doigts quand on prescrit en dessous de 6 ans. Donc il faut vraiment bien bétonner un dossier quand il y a besoin du traitement, parce qu'il y a pas, c'est même plutôt rare à cet âge-là. Moi, l'écrasante majorité des enfants en dessous de 6 ans que j'ai vus n'ont pas eu besoin de traitement. Hein, on s'en sort autrement, et effectivement, par contre, une part, je le reconnais, non négligeable d'entre eux, n'ont pas une évolution suffisamment bonne pour pouvoir échapper au traitement ensuite quand ils deviennent plus grands. Je le reconnais. Mais en tout cas, il est quand même finalement assez rare d'avoir besoin de traitement. Donc là, effectivement, l'orientation, ça va plus être un peu de remédiation cognitive, un peu de guidance parentale, un peu de... remédiation cognitive, ça, non, mais de guidance parentale, d'explication, voilà, de pédagogie, etc.
Voilà, groupe parquet, etc. Je voulais savoir si tous les docteurs, les pédopsychiatres et puis les psychologues étaient formés à l'évaluation de toutes ces modifications. Alors, donc, la question c'est, parce que vous n'avez pas regardé le micro, est-ce que tous les psychiatres et les psychologues sont formés à tous ces troubles-là? Alors, en théorie, oui. En théorie, oui. Après, voilà, on est face à des êtres humains, et que, voilà, chacun après a sa manière de voir les choses. Voilà. Il y a des gens qui disent que le TDAH ça n'existe pas. Alors, si vous avez bien compris mon discours, j'en suis presque un finalement, sauf que, sauf qu'en vrai, moi je traite énormément de patients pour le TDAH parce qu'en vrai, les symptômes ils existent, et même si le trouble en lui-même est un trouble circonstanciel, il n'empêche que les gens en souffrent pour de vrai, et donc il faut les prendre en charge. Voilà. Mais effectivement, en théorie, tout le monde est formé. En théorie. Alors, non, moi je veux pas de problème. Dans les CMT. Écoutez, c'est délicat. Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. C'est compliqué de répondre à cette question. Alors, je vais répondre de manière plus générale. Disons que, en fonction de la manière dont on voit la médecine, on va être plus ou moins enclin à s'intéresser à ce type de sujet. Voilà. Si on voit la psychiatrie comme quelque chose, un art médical, on va s'intéresser à ces sujets-là. Si on voit la psychiatrie comme un truc philosophique, intellectuel, etc., moi je comprends pas tout, donc je ne voudrais pas utiliser des mauvais termes, je suis pas assez intelligent pour comprendre parfois ce que disent d'autres personnes, mais là, peut-être qu'on va moins s'intéresser à la partie médicale, et donc on va peut-être moins s'intéresser au TDAH. Vous voyez, ça dépend vraiment, je pense, de la manière dont on s'intéresse à sa profession et comment on la considère. Moi, je suis quelqu'un de je suis un bœuf, hein, je considère que la psychiatrie c'est de la médecine, et en fait, j'écoute ce que me disent mes collègues chercheurs, et j'essaie d'appliquer ce qui est le plus recommandé. Voilà. Ouais. Oui, bonjour. Docteur, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié votre présentation parce que je suis enseignant-chercheur, donc j'ai vu tous vos articles. C'est extrêmement convaincant ce que vous venez de nous présenter, et en particulier le schéma où vous regroupez toutes les phobies. Enfin, finalement, la phobie scolaire, c'est une série d'étiologies. Oui. Et là, je prends ma casquette de maman. Je me rends compte que ça fait 2 ans que je suis en train de errer. Moi, j'appelle ça la errance médico-psychologique. C'est-à-dire que mon enfant ça fait 2 ans qu'elle est déscolarisée et que nous errons ensemble de psychologues, psychiatres, CMPP, spécialistes de l'addiction. Personne ne nous a jamais parlé ni de refus scolaire, ni de phobie scolaire, parce qu'apparemment c'est différent. J'ai cru comprendre d'un point de vue en tout cas administratif. Finalement là, vous m'ouvrez les yeux sur toutes les possibilités finalement d'exploration. En tant que parent, là en fait je ressens un mélange de colère et de stress. Alors colère parce que j'ai vu plein de spécialistes soi-disant et ça n'a rien donné, donc 2 ans perdus, et en même temps un stress parce que j'ai l'impression que vous venez d'une autre planète. Je suis démasqué. Voilà. Et que finalement vous allez repartir dans votre belle Normandie, et que nous ici on va rester. Alors je ne connais pas bien l'association, ça fait quelques jours que j'en ai entendu parler, et il se trouve qu'il y a cette conférence aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y a d'autres extraterrestres dans le Nord, s'il vous plaît? Si vous pouvez vous manifester, ça m'aiderait vraiment énormément. Alors moi j'ai assisté à une conférence j'ai malheureusement oublié son nom, mais il y a vraiment quelques jours, d'un professeur d'Amiens de pédiatrie qui au centre de ressources sur les troubles des apprentissages et du langage à Amiens, donc c'est pas hyper loin je pense d'ici. Ouais, mais bon, voilà. En tout cas, c'est plus dans votre coin que dans le mien. Sa conférence a été remarquable, elle était argumentée, elle était scientifique, et donc c'était quelqu'un, quand il me parle, je comprenais ce qu'il me disait. C'est pas toujours le cas, parfois je comprends pas ce qu'on me dit. Et je vous dis, je suis quelqu'un d'un peu bébête. Lui, quand il me parlait, je comprenais tout ce qu'il me disait, tout était cohérent, tout était justifié scientifiquement. Vous voyez? Donc oui, il y a des... Alors je sais pas si vous êtes des extraterrestres, il y a des gens qui font leur métier bêtement, sans se prendre pour Dieu, et en disant moi j'ai rien inventé, je fais qu'appliquer des choses qu'on m'a dit, que je n'ai même pas découvert moi-même, et dont j'ai même pas créé les protocoles même d'application. Voilà.
il y a des gens qui font leur métier d'ouvrier spécialisé, parce que notre job, c'est un job d'ouvrier spécialisé. Voilà. Enfin, je veux dire, on a quand même consulté au CHU de Lille, quoi. Ils sont même pas au courant, ils n'ont même pas réussi à mettre le mot TDAH. Je l'ai appris, peut-être que mon enfant est touché par le TDAH grâce à une conférencière québécoise qui est venue de façon tout à fait improbable. J'étais à un séminaire de développement personnel et je l'entends. J'ai l'impression de voir les symptômes de mon enfant. Et elle m'a fait une évaluation par Skype depuis le Québec. Et elle m'a mis un mot sur ce qui se passait chez mon enfant. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut être aussi seul, aussi démuni, alors qu'on est quand même, sur le plan psychiatrique, médical, quand même fort en France. Sur le médical, oui. Chacun est cloisonné dans sa spécialité. Comme les domaines, l'éducation nationale ne va pas forcément travailler avec l'éducation spécialisée, comme on ne va pas forcément travailler avec le monde de la santé. Tout le monde est cloisonné dans son domaine et il n'y a pas d'approche systémique. Exactement, c'est ça en fait. Exactement. C'est l'approche systémique, exactement. C'est ça en fait que vous nous avez montré là aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse d'être venue dans cette conférence. Et je remercie également Brigitte Collier pour son accueil parce que franchement j'étais au bout du rouleau. Merci beaucoup. Ouais. J'ai deux questions différentes, une peut-être précise. Est-ce que pour trouver des gens qui font de la thérapie cognitivo-comportementale, il faut forcément que ce soit un psychologue ou est-ce qu'il peut y avoir des gens formés à ça qui ne sont pas psychologues? Alors là, c'est moins mon domaine. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, les formations peuvent être ouvertes à des gens non psychologues. Par exemple, dans le service où j'ai travaillé, il y avait une infirmière qui avait fait un diplôme, un master de TCC à Paris. Et donc oui, il est tout à fait possible que des gens non psychologues soient formés et bien formés à la TCC. Oui, c'est tout à fait possible. Après, voilà. Souvent, je conseille, mais je n'ai aucun intérêt personnel ou je sais pas quoi. Il y a un outil très pratique, c'est l'AFTCC, mais c'est qu'une école parmi d'autres, qui est l'Association française de thérapie comportementale, qui a un annuaire des gens qui ont été formés par elle. Mais il y a d'autres gens qui n'ont pas été formés par cet organisme et qui sont tout à fait très bien formés dans des masters à Paris ou dans d'autres régions, j'en doute pas. Mais moi, effectivement, pour des raisons très pratiques, comme ils ont un annuaire, souvent, quand des gens habitent loin de là où je travaille, j'essaie de regarder dans l'annuaire et puis de leur dire quelle est la personne la plus proche formée. Voilà. Et ma deuxième question est autour de la problématique de l'attention, je ne sais pas si c'est trop ou pas, mais de la consommation ou de la surconsommation des écrans par les adolescents. Alors c'est une très bonne question. J'ai fait une revue de la littérature en vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus. Moi, si vous voulez, je ne m'intéressais pas spécifiquement au sujet parce que je le trouvais un peu surfait. Mais à force de bassinage permanent à la télé, etc., de gens qui venaient dire très doctement il y a un vrai problème avec les écrans, je pense que c'est en train de détruire le cerveau de nos enfants. Je me suis dit, mais merde, j'ai loupé une info, quoi, parce que je fais une revue de la littérature quand même très régulière. J'ai dit, j'ai loupé des articles fondamentaux, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive, quoi, je sais pas lire, quoi. Donc je me suis dit, allez, je vais faire une recherche de la littérature, je vais aller sur PubMed, etc., sur Science Direct, et j'ai regardé un petit peu ce qui était fait de sérieux là-dessus. Il n'y a presque rien de sérieux là-dessus. Il n'y a presque rien de sérieux là-dessus. Et quelques études à peu près valables sur le plan méthodologique, ce qu'elles laissent entendre, c'est que le problème des écrans, il n'est pas induit par les écrans eux-mêmes, mais par le fait de passer du temps à faire autre chose que de ce qu'on devrait faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nulle part on a pu montrer que les écrans intrinsèquement, quels qu'ils soient, étaient problématiques. On a même quelques études qui montrent que, par exemple, jouer à certains jeux vidéo, c'est très bénéfique pour plein de fonctions cognitives. Ce qui est tout à fait logique. De toute façon, s'entraîner à faire quelque chose, c'est toujours positif pour des fonctions cognitives. Mais il y a effectivement un effet dose des écrans qui est négatif pour la santé mentale, mais qui n'est pas dû aux écrans. En tout cas, en l'état actuel, les connaissances. Peut-être que demain, on va se rendre compte que les écrans, ça bousille le cerveau par de la lumière bleue, j'en sais rien, ça je sais pas. Mais en tout cas, en l'état actuel des connaissances, sur le plan psychique, moi je ne me suis pas intéressé au reste, au plan ophtalmo ou au plan je sais pas quoi, sur le plan psychique, il n'y a pas de preuves scientifiques valables pour dire les écrans sont un problème pour la santé mentale et détruisent notre cerveau. Ça, c'est un avis qui peut être personnel, j'entends, mais en tout cas, moi, je ne me sens pas en droit de donner cet avis-là parce qu'il n'est pas étayé scientifiquement. Voilà. Je vous remercie parce que j'ai un enfant qui, depuis 5 ans, a passé 4 ans sur les 5 ans sur des écrans, sur des vidéos, des jeux, des YouTube, des vidéos scientifiques. Et donc il est décédé, non? On en
anglais et en sciences. Pardon. Il est décédé, votre enfant, du coup, parce que 4 ans sur 5 ans, si on écoute les gens, il doit être mort. Non, je ne suis pas assez autoritaire parce que je ne mets pas assez de limites, mais à part ça, c'est plutôt moi qui pourrais essayer. Mais c'est gris, c'est ni blanc ni noir, effectivement. Ben c'est dépend ce qu'on fait. Alors, voilà, en tout cas, pour les adolescents, je n'ai pas d'expérience plus jeune parce qu'on en parle beaucoup aussi pour les. Non, mais il n'y a pas. Voilà, en tout cas. Merci pour la réponse. J'en prie. Moi, j'ai une question. En fait, merci pour la conférence, j'ai appris plein de choses, donc déjà merci. J'ai un fils, moi, de 16 ans, il a un diagnostic de dépression qui a été posé par un psychiatre que j'ai dû faire venir à mon domicile parce que mon fils est en refus de tout soin, donc aussi bien thérapeutique, psychothérapie que médicamenteux. Donc à ce problème de dépression se heurte le problème de l'adolescence, je dirais, de la rébellion, de la difficulté de communiquer avec les parents. Donc qu'est-ce que vous préconisez dans ces cas-là, quand il y a un refus total de l'adolescent? Je pense que j'ai très bien fait de faire venir à domicile un psychiatre. Ça m'est arrivé une fois de faire un truc comme ça chez un enfant qui refusait. D'ailleurs, il avait un TDAH associé et un trouble obsessionnel. Et non, vous avez fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire vous avez fait venir à domicile les soins nécessaires. Donc ensuite, c'est le travail du psychiatre finalement de l'accompagner dans les soins. Alors après, il y a des enfants qui sont extrêmement réticents, qui vont pas vouloir ni parler, ni prendre un traitement quand c'est nécessaire, etc. Et dans ce cas-là, quand ils sont mineurs et que ça pose un vrai problème, il faut les hospitaliser. Alors après, le problème, c'est quelles ressources hospitalières on a dans le coin. Est-ce qu'on ne va pas attirer dans un service de pédiatrie qui n'a pas l'habitude et qui va finalement le garder 5 jours et dire il n'y a pas de problème de comportement dans l'unité, donc tout va bien? Parce que ça aussi, on a souvent ça. Hein. Ah, mais votre enfant ne pose aucun problème dans l'unité. Je pense que vraiment, il y a un problème de dysfonctionnement familial. Vous voyez? Et donc ça dépend sur qui on tombe en fait. Hein. Voilà, il faut que c'est normal, il faut que les gens soient formés, c'est logique, on ne peut pas tous être experts de tout. Hein. Donc voilà, sinon il y a l'hospitalisation en fonction des ressources que vous avez dans votre coin. Voilà. Bonjour. Ouais. Oui, moi je vais rebondir là sur les mamans. Moi aussi je suis maman. Mon fils a tout refusé, y compris que quelqu'un vienne à domicile, il s'arrangeait pour disparaître juste avant. Même les rendez-vous qu'il avait acceptés du bout des lèvres, il refusait de monter dans la voiture de se rendre au rendez-vous. Bref, il a 20 ans, il va en avoir bientôt 21 d'ailleurs, donc il n'a jamais été suivi. Pourtant, la première fois que j'ai rencontré un pédopsychiatre à son sujet, et sans lui, il avait 12 ans. Oui. Et voilà, alors je voulais savoir, j'espère quand même que c'est pas irréversible, qu'on peut continuer, enfin, un jour peut-être, s'il arrive à avoir le déclic, il pourra se sentir mieux, parce qu'en fait... C'est un garçon? Un garçon. Oh, c'est déjà bien. Il n'est jamais heureux. Pourquoi? Il n'est jamais heureux, j'allais dire, il se traîne. Ouais. Là, et si c'est un mec, ça veut dire que... Parce que si une fille, c'est plus embêtant. Parce qu'en général, les filles, elles sont un peu moins... J'allais dire connes, excusez-moi. Elles sont un peu moins bêtes, elles sont un peu moins... Ah non, faut pas que je dise ça, parce que ça va être considéré comme sexiste vis-à-vis des hommes méchants. Tu vas avoir un problème avec la police et la justice et je sais pas quoi. Le problème des gars... donc j'ai le droit de le dire parce que j'en suis un, donc personne ne fera, je pense, de procès du coup. Le problème des gars, c'est que en fait, ils ont un peu d'ego, ils ont besoin de personne, voilà, etc. Et il se trouve que quand leur cortex préfrontal à 35 ans s'améliore un peu, il se finit de maturer, ils commencent à se dire bon, peut-être qu'il y a un problème, je vais voir quoi. Voilà. Donc on est un peu attardés, excusez-nous, mesdames. Et donc oui, si c'est un gars, c'est donc je trouve ça moins inquiétant pour l'avenir parce que je pense qu'il pourra accéder aux soins plus tard que si c'est une fille, parce que les filles en général sont plus malines et donc quand elles refusent vraiment à cet âge-là des soins, c'est plus problématique quoi. Enfin, moi ça m'inquiète plus. Mais voilà, je veux pas être désagréable vis-à-vis des hommes. Hein. Excusez-moi messieurs dans la salle. Tous les hommes ne sont pas comme ça. C'est une histoire de moyenne, etc. Oui, bonjour. Ouais, bonjour. Je suis psychologue neuropsychologue. J'ai beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup pour la présentation.
Je voudrais juste faire des petites observations que je fais en cabinet, notamment sur le HPI. On est souvent sollicité. Vous aviez noté dans une slide que le HPI pouvait masquer un TDAH. Alors moi je le vois aussi dans l'autre sens. Oui, consulte pour un TDAH, pour un TDAH, et qu'au final, au bilan, on retrouve quand même un profil HPI. Ce qui peut aussi, relancer la roue dans l'autre sens. Ça permet de relancer la roue dans le sens où, quand il y a justement une dévalorisation de soi, le fait de savoir qu'on a un potentiel, ça permet justement de refaire un travail au niveau de la confiance chez l'enfant. Et ça, c'est vraiment important aussi pour les parents. Les parents qui viennent avec des demandes et qu'on arrive à répondre quand même. J'ai fait en plus de ça une formation en psychologie du sport. Et je trouve ça super intéressant pour les enfants TDAH avec un versant plutôt hyperactif, où en fait, ils ont quand même pas mal de capacités pour pouvoir se lancer dans des branches comme ça, où ça peut vraiment faire levier pour ces enfants ou ces adolescents. Ensuite, je voudrais vraiment passer une info aux parents. Alors là, c'est ce que j'essaye de transmettre aux parents quand on me demande un bilan. À l'issue du bilan, ce que je donne comme petite piste, c'est de structurer l'enfant dans le temps et dans l'environnement. Donc ça, en effet, c'est pas des choses qu'on apprend forcément à la fac, mais d'utiliser un timer, par exemple, rien que pour les devoirs, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment bien marcher. Et aussi au niveau du lieu, donc avoir une structure qui peut justement guider l'enfant dans son quotidien. Voilà. Après, j'aurais d'autres choses à dire. Mais... Ok. Alors, sur le premier point, je suis d'accord avec vous. Il y a des gens qui peuvent venir pour un TDAH et se révéler HP. Là, pour le coup, je trouve que l'outil neuropsycho est plutôt pertinent si on garde la définition actuelle de l'HP pour faire le diagnostic d'HP. Ça me va plutôt. Après, il faut vraiment garder en tête que c'est pas parce qu'ils ont un profil HPI et qu'il n'y a rien qui sort sur le TDAH dans votre bilan qu'ils ne sont pas TDAH. Encore une fois, c'est vraiment un outil, mais je suis complètement d'accord avec vous. Et le deuxième point sur le sport, alors je suis archi d'accord avec vous. Alors je généraliserai à tout. C'est-à-dire que le sport, c'est bon pour la santé mentale en général, et ça a été montré, démontré, redémontré. Et effectivement, particulièrement pour les enfants TDAH, c'est utile. Alors, faire très très attention à quel type de sport. Il faut vraiment écouter leurs demandes et il faut évaluer leur niveau de sociabilisation. Est-ce qu'ils sont capables de rentrer dans un groupe ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit un sport individuel dans un premier temps pour éventuellement les amener à un sport collectif ou pas, sachant que l'objectif c'est quand même idéalement d'avoir un sport collectif parce que ça va leur permettre de bosser leurs compétences sociales évidemment, mais pour certains c'est pas possible, donc il faut éviter. Enfin voilà, il faut vraiment les guider aussi dans le type de sport. Ok, je suis complètement d'accord avec vous. Et puis sur le dernier point, évidemment, pas de souci. C'est pas moi qui distribue le micro, hein. Les gens. Oui. Oui, merci pour votre topo très instructif et merci aux mamans qui sont exprimées parce que nous on se sent vraiment très seuls avec un fils qui est en première et on est dans cette errance depuis 2 ans avec une déscolarisation. Donc en fait, on vient de nous parler. Alors, merci aussi pour la normalité, parce qu'on a vu un psychiatre, un pédopsie, qui nous a dit il est juste hors norme. Point, au revoir, bonne journée. Et là, un psychologue, à quel on se retient, parce que nous aussi on a un fils qui ne sort pas de la maison, nous a parlé de troubles du spectre autistique. Est-ce que vous pouvez... Alors, on a un rendez-vous qui se présage dans un centre au CHU de Lille. Est-ce qu'on a un espoir? Un espoir de quoi? Un espoir, je veux dire, d'évolution. Alors, attendez, pareil, le trouble du spectre autistique, il faut faire attention avec ça. Ouais, voilà. Le trouble du spectre autistique, c'est pareil. Je ne le classe pas comme la schizophrénie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en fait, je voudrais en savoir un petit peu plus. Les troubles du spectre autistique, pour des gens avec un QI normal, qui sont l'essentiel. On parle d'un QI même élevé.
voilà, alors c'est encore plus classique, qui sont l'essentiel des patients diagnostiqués comme TSA, puisque maintenant, en fait, c'est tellement le bordel, la nosographie, qu'on a tout regroupé sous TSA, parce qu'en fait, on s'en sort pas autrement. Voilà. L'essentiel de ces patients-là sont des gens avec des particularités, c'est-à-dire pour certains trucs qui sont un peu plus à droite que d'autres, et puis pour d'autres trucs qui sont un peu plus à gauche que d'autres. Moi, l'essentiel des patients autistes à QI normal que je vois, je ne considère pas qu'ils ont une maladie mentale. Ils ont effectivement un fonctionnement cognitif qui peut varier de la norme au sens des 50% des gens, mais ce n'est pas des processus fondamentalement différents qu'ils ont, ce sont des intensités dans le processus qui sont différentes. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas une troisième jambe, d'accord? C'est juste, je vais un peu plus grand ou un peu plus petit en taille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est effectivement... Alors, ce qui caractérise le moins mal les gens qui ont un trouble du spectre autistique, c'est le défaut de théorie de l'esprit et d'empathie, c'est-à-dire le défaut de théorie de l'esprit, c'est la difficulté, en tout cas la plus grande difficulté que pour la moyenne des gens, de se mettre à la place de l'autre, d'accord? C'est-à-dire d'imaginer ses états mentaux. Dans quelle étagère, quoi. Oui, vous connaissez le film. Voilà. Ça, c'est plus compliqué. Puis le déficit en empathie qui découle aussi d'une incapacité en théorie de l'esprit, c'est-à-dire de ressentir en soi, pour soi, ce que l'autre est en train de ressentir en termes émotionnels. D'accord? C'est une sorte de branche de la théorie de l'esprit, finalement, si on réfléchit bien à l'empathie. Donc ça, c'est peut-être ce qui caractérise le mieux. Ensuite, on peut rajouter à ça des éléments obsessionnels. Hein, donc ce que les gens spécialisés appellent notamment des stéréotypies, des intérêts restreints. D'accord? Et puis ensuite, on peut aussi retrouver toute la partie de syndrome attentionnel, hein, de troubles attentionnels, d'hyperactivité, d'impulsivité, de défaut d'inhibition. Hein, toute cette partie-là. Donc, il faut comprendre que sur le plan nosographique, c'est encore très très compliqué pour nous. On parle de TSA parce qu'il faut parler de TSA parce qu'en l'état actuel des connaissances, c'est à peu près pratique, c'est à peu près cohérent. Il est très probable que toute cette nosographie, cette classification de maladie change et qu'on soit plus basé sur de la bio, de la génétique et des processus cognitifs plutôt que vraiment des regroupements de symptômes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai une autre question, parce qu'à la fois on en retrouve plusieurs cas sur les phobies scolaires, et je suis personnellement concernée par ma deuxième qui est HPI, et heureusement pas phobie scolaire, pour des cas. C'est ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Alors je ne sais pas si c'est scientifique ou si c'est une mode sur Internet, mais il y en a de plus en plus. Je ne sais pas si c'est lié à la précocité, à leur sensibilité, à leur ouverture à la différence. Est-ce que de votre pratique dans les cabinets, ça se développe? Quel est votre point de vue? Moi, j'ai eu plusieurs patients qui présentaient une dysphorie de genre, qui présentaient de manière générale un trouble de l'identité sexuelle et l'identité de genre. Les deux. Si vous voulez, moi encore une fois, moi je suis très 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 bête. Si vous voulez, je réfléchis pas beaucoup et donc je me pose uniquement des problèmes qui se posent concrètement. C'est-à-dire que quel est le problème avec ça? Donc moi les gens me viennent, ils me disent j'ai une dysphorie de genre, j'ai une dysphorie de genre. Je dis d'accord, et alors? Je m'en fous, expliquez-moi le problème. Vous voyez, quel est le problème? Donc les gens expliquent leur problème, s'il y en a un, parce que parfois il n'y en a pas vraiment. Spécifiquement liés à ça, il y a des problèmes associés, pas forcément spécifiquement des problèmes liés à ça. Quand on a un problème lié à ça, moi, je remonterais plutôt vers une psychothérapie, etc. Quand il y a, et bien souvent en fait, il n'y a pas de problème spécifiquement lié à ça. Il y a des problèmes associés. Notamment, c'est souvent effectivement des gens très anxieux. Alors, qui de la poule ou de l'œuf? Est-ce que c'est parce qu'il y a une souris de gens qui sont très anxieux? C'est parce qu'ils sont anxieux qui peuvent aussi monter le risque de pas. Ouais, mais en fait, moi je me pose beaucoup la question en fonction des problèmes que les gens ont concrètement, si vous voulez. Ouais, la question, ce sont des adolescents, enfin de ceux auxquels je pense, et qui parlent d'opérations assez jeunes. Il n'y a pas d'opération. Non, il n'y a pas en France pour l'instant, Dieu merci, il n'y a pas d'opération sans accord du psychiatre. Dieu merci. Ça, je veux dire. C'est pas c'est pas comme ça du jour au lendemain je décide de me faire opérer, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Heureusement, il faut accompagner les gens, il faut voir si vraiment c'est nécessaire, c'est utile. Et vous savez, on a les résultats sont pas extraordinaires. Hein. Si on regarde les gens qui ont bénéficié, entre guillemets d'ailleurs, de ce type d'opération, en termes de qualité de vie ensuite, est-ce que ça a amélioré ou pas leur qualité de vie?
Les résultats, c'est pas ceux qu'on a avec les antidépresseurs. Hein. Hein? Il y a des articles là-dessus? Il y a des case reports, il y a des rapports de cas multiples. Il n'y a pas, évidemment, vu le nombre limité, on n'a pas des choses incroyablement élevées, mais enfin, les résultats sur la qualité de vie, parce que c'est quand même un peu ça qui compte, ne sont pas extraordinaires. Voilà. Ça peut aider des gens, mais c'est pas du tout la majorité. Et ça, c'est des gens qui ont été screenés. Hein. C'est des gens chez qui on a bien vérifié avant que c'était peut-être pas une mauvaise idée et que voilà. Si ça me donne des pistes. Oui, merci pour la clarté de vos propos. Je suis en plein doute, et donc... c'est bien. Voilà, je sais que je dis ça, je vous ai tendu la perche. Merci. Je suis la maman d'une adolescente de 16 ans qui a fait une tentative de suicide avant d'entrer au lycée. Et à partir de là, comme beaucoup de parents que j'ai entendus, il y a eu une escalade de tentatives de diagnostiquer ce qui se passait. Et on a vu des psychiatres, on a vu des psychologues, des neuropsychologues, plein de gens. Aujourd'hui, comme moi je suis un petit peu dans la partie, je suis orthophoniste, donc je m'intéresse un petit peu à tout ça, j'ai lu beaucoup de choses, notamment sur le TDA, et j'ai fait les critères du DSM-5, je me suis aperçue qu'elle avait cliniquement, comme vous le disiez, tous les items, en tout cas de la partie attention, parce qu'elle n'est pas du tout hyperactive. Donc, il s'avère qu'elle est suivie à la maison Solène, et qu'à la maison Solène, on pense plutôt que c'est un trouble de l'ordre de la dépression. Donc je suis allée voir, soi-disant, une spécialiste du TDA, qui a demandé un bilan, une OS. On a fait donc une OS, on a fait ensuite simplement un test de Conners. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout convaincue parce que le diagnostic n'a toujours pas été porté du TDA par les soi-disant spécialistes. Et que j'ai l'impression, sans vouloir offenser les gens de votre profession, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même... Autorisé, on n'est pas les vaches sacrées. Hein. Oui, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de guéguerres de chapelle et que chacun regarde avec son petit bout de la lorgnette et que je sais que la complexité de l'être humain est très riche et que je vois chez ma fille, bien sûr, du TDA, je vois aussi un peu de ce qu'on appellerait dans notre langage plus courant de l'hypersensibilité, je vois aussi des troubles avec les fonctions exécutives, je vois aussi un trouble dépressif. Et dans tout ça, il y a une cartographie qui fait qu'on n'a pas de vrai diagnostic. Et alors je me demande si, n'ayant pas un vrai diagnostic et n'ayant pas de bilan qui montre vraiment sa difficulté, on peut vraiment traiter le problème. Donc aujourd'hui, elle n'a pas de traitement médicamenteux parce que les psychiatres qui l'ont vue ont estimé que ce n'était pas utile. Elle a fait une hospitalisation qui a apporté des choses, mais qui n'a pas... Voilà. Et donc aujourd'hui, elle est toujours en phobie scolaire, elle est toujours en difficulté. Et cette errance diagnostique nous porte vraiment préjudice. Et j'ai l'impression que... Enfin, je ne sais pas où on va, quoi. Voilà, merci. Alors, je vais vous décevoir, mais en fait, on s'en fout du diagnostic. C'est-à-dire que moi, je parle de diagnostic, parce qu'il faut se parler avec des mots, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en vrai, un diagnostic en psychiatrie, ça veut dire que c'est un rassemblement de symptômes. La nosographie, elle est organisée comme ça. C'est-à-dire qu'on fait des classifications en fonction de rassemblement de symptômes. C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est inopérant. C'est-à-dire que ce qui est opérant, c'est d'aller chercher les processus cognitifs chez les gens. C'est pas les symptômes. Parce que, je vais prendre un exemple qui va être évidemment horrible, mais en même temps, ça va vous attirer votre attention. Si j'ai égorgé mon enfant, d'accord ? Ça ne se fait pas, d'accord ? Il peut y avoir 1000 raisons psychiatriques pour que je le fasse. Hein, je peux être schizophrène délirant et penser qu'il y a Satan qui est à l'intérieur de lui et je veux le délivrer de Satan et je fais ça pour l'aider. D'accord ? Je peux être un psychopathe qui a toujours pris plaisir à arracher les ailes des oiseaux, etc. Et tiens, aussi, je tuais mon enfant. D'accord ? Je peux être déprimé et penser que le monde va s'écrouler et je veux l'accompagner avec moi dans l'autre monde parce que je pense que je vais avoir ça va être un soulagement pour tout le monde, donc je fais ça pour l'aider et puis je me tue en même temps. Vous voyez, un comportement, un symptôme donné, c'est rien.
C'est nul. Ce qu'il faut, c'est aller chercher les processus qui amenent les gens à penser que, à ressentir que, etc. etc. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, il faut parler aux gens, il faut leur demander, il faut leur poser des questions. Ça ne prend pas des heures. Hein. C'est pas allongez-vous et on fait 15 jours de je sais pas quoi. On pose des questions précises sur les processus qu'il y a dans leur tête, depuis combien de temps ça dure. On va rechercher chez les parents comment ils fonctionnent dans leur cerveau, parce que je vais vous donner une nouvelle. Alors attention, accrochez-vous, parce que là, je vais vous donner un truc, mais personne n'est au courant. Donc là, c'est en exclusivité. Les chiens n'ont jamais fait des chats. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Je vous donne l'info. C'est-à-dire que moi, j'ai un teckel à poil dur. S'il fait un bébé avec un autre teckel à poil dur, ça va même pas donner un chien, genre un labrador, ça va donner un teckel à poil dur. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça, pareil, il faut aller chercher chez les parents, comme pour le diabète. Bon, vous avez une glycémie élevée, qui dans votre famille a éventuellement un diabète ou un machin? Donc, il faut poser des questions très précises, c'est un regard de flic. Vraiment. Psychiatre, docteur, c'est un métier d'ouvrier spécialisé. C'est un métier de terrain. On touche des trucs, on bouge des bitoniaux, etc. Donc il faut aller faire la recherche, certes des symptômes, mais surtout des processus, et traiter en fonction des processus qu'on voit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ok, un diagnostic, c'est bien. Les gens sont soulagés parfois d'entendre troubles du spectre autistique. Ils sont soulagés d'entendre TDAH, soulagés d'entendre machin, mais en fait, voilà, enfin, sur le plan très pratique, après, est-ce qu'il y a besoin d'antidépresseurs ou pas? Est-ce qu'il y a besoin d'un traitement par motifindate? Sachant, je me permets de faire cette petite remarque, que le TDAH n'est jamais un diagnostic d'urgence. Jamais. Ce n'est jamais un diagnostic d'urgence. C'est-à-dire que le TDAH, on a le temps de faire le diagnostic. C'est jamais une urgence. Ça peut être problématique, mais en général, c'est problématique depuis très longtemps. Et s'il y a quelque chose qui se passe en plus, c'est souvent pas dû spécifiquement à l'aggravation spécifique du TDAH. Il faut regarder s'il y a justement un trouble anxieux, une dépression, ou un autre trouble associé. D'accord? Donc je dirais que la question de est-ce que ma fille a un TDAH, enfin oui, peut-être, voilà, c'est pas. D'abord, on s'assure qu'il n'y a pas autre chose. Et peut-être que s'il n'y a qu'un TDAH, on ne traite que le TDAH. C'est rare, mais ça arrive. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ça vous a beaucoup aidé. Oui, c'est pas satisfaisant en termes de chercher des solutions, mais parce qu'aujourd'hui, qui en France fait ça? Est-ce qu'il y a un centre qui va étudier l'être humain, qui va passer, comme vous dites, rechercher les processus cognitifs? Qui fait ça aujourd'hui? Vous avez la neuropsychologue qui fait son test et qui va trouver un QI, l'autre qui va rechercher un TDAH, l'autre qui va dire bah non, c'est plutôt de la dépression, l'autre. Donc... Non, mais là, dans les symptômes que vous avez dit, ils sont tous fréquemment associés les uns avec les autres. C'est-à-dire que souvent, on trouve TDAH, HPI, dépression, trouble anxieux. C'est la même personne. Donc, de toute façon, rien n'est contradictoire dans ce que vous avez dit. La souffrance, elle est toujours là pour un enfant qui se construit. Mais non, mais s'il y a une souffrance et que les moyens non pharmacologiques n'ont pas fonctionné, eh bien, il faut passer aux moyens pharmacologiques. C'est aussi bête que ça. Voilà. En fait, il faut suivre ce que dit la science. Ça a été fait, tac, on coche, tac, voilà. Enfin, faut pas être intelligent. Il faut vraiment appliquer ce que dit la science. Alors. Pas manquer le micro, hein. C'est pas ma faute, hein. Bon, alors moi je suis pas impactée par tout ça, même si je vois beaucoup de choses dans la classe, et parce que je suis enseignante à la base. Je vois qu'on parle beaucoup de troubles de TDAH, enfin voilà, de TDAH. Est-ce qu'il n'y a pas un défaut aussi dans tout ce qui se passe de savoir écouter pour pouvoir justement aller trouver les causes? Parce que ce que j'entends aussi chez cette dame, c'est que il y a beaucoup de... Vous parliez de symptômes, donc on pose des diagnostics, on pose ceci, on pose cela. Et c'est comme si c'était douloureux et on perdait peut-être un peu pied à savoir écouter les gens pour vraiment aller voir où ça se passe en fait. Est-ce que vous parliez d'un centre où... est-ce que justement ça manque pas d'écoute? Est-ce que ça manque pas de rapport humain tout simplement aussi? Enfin, au-delà de... Mais madame, je vais vous dire un secret. Non mais je suis pas bête. Hein, vous avez pas le temps. Oui, mais c'est ça aussi le problème. Qui a le temps d'avoir des rapports humains là? Qui ici dans cette salle a des rapports humains satisfaisants? Moi. Chapeau. Non, bravo. Mais je pense que c'est aussi savoir se donner le temps. Parce que. Vous avez raison. Non, c'est pas une question d'avoir raison ou pas. Là, je pense que c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est de voir autrement la société.
Mais peut-être que c'est ça aussi le trouble qui nous impacte. C'est qu'au-delà de tous ces troubles-là, il y en a peut-être un qui est important, qui est justement on ne se laisse pas le temps, on ne se l'accorde pas et on ne nous l'accorde pas. C'est exactement ça. Mais justement, on fait comment alors à partir de ce moment-là? C'est pour ça que moi, dans ma dernière, quasiment ma dernière slide, je vous ai dit, il faut interroger l'école. Mais je dis, il faut interroger l'école que parce que là, on parle de phobie scolaire. Mais sinon, je l'ai dit, hein, c'est le dernier mot que j'ai dit, c'est qu'il faut interroger la société. Elle est dingue, cette société. Elle nous rend dingue. Elle est dingue et elle nous rend dingue. Oui, donc ça, alors là, vraiment, je suis 100% d'accord avec vous. Je répète ça à longueur de vidéo et à longueur d'entretien. Je suis 100% d'accord avec vous. Il y a 80, en tout cas, moi, dans les patients que je vois dans ma consultation, je pense qu'il y a 90% des gens qui ne devraient pas être là dans une société normale. Voilà. Donc, il faut être très clair. Alors là, vraiment, je suis plus que d'accord avec vous. Donc, les troubles sont des lanceurs d'alerte. Ouais, oui, on peut voir ça. En tout cas, je pense que le fait que notre société ait extrêmement besoin de psychiatres, ça doit être une alerte pour nous dire, est-ce qu'on déconne pas? Est-ce qu'on n'est pas un peu tous dingos? Enfin, tous. Est-ce que la structure qu'on a inventée, qui est extrêmement récente dans l'histoire de l'humanité, rappelez-vous, notre génétique évolue extrêmement lentement. Extrêmement lentement. Ça fait 300 000 ans qu'on est Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire avec une stabilité globale, c'est-à-dire que vous adoptez un gamin qui est né il y a 300 000 ans, vous ne verrez quasiment pas de différence avec un gamin d'aujourd'hui. Donc vraiment une stabilité génétique extrêmement élevée. On a passé 290 000 ans dans un environnement de chasseurs-cueilleurs, d'accord, où on était semi-nomades, où on avait des organisations sociales complètement différentes, on vivait dans des groupes de 50 à 100 à 200, d'accord, et notre génétique, elle est adaptée à cet environnement-là, d'accord, et en 10 000 ans, depuis qu'on a fait l'élevage, l'agriculture, etc., et a fortiori depuis qu'on a une civilisation aussi complexe que les nôtres, donc 2000, 3000 ou 1000 ans, enfin, après chacun met son curseur, en fait, finalement, ça n'a fait que s'aggraver avec le temps, depuis 12 ou 13 000 ans, eh bien, finalement, on augmente le delta entre ce que notre biologie est faite pour faire et ce que notre environnement nous demande de faire. Et plus le temps passe, plus le delta augmente. Souvent je dis, et j'en finirai là, excusez-moi, on demande en ce moment à un éléphant de voler. Et après il tombe et on dit « Oh bah alors, t'es triste de tomber? Mais comment ça se fait ?» Mais non, mais je peux pas voler, ça ne marche pas, je ne suis pas équipé pour. Et on ne le ramasse pas. Et on ramasse pas, on dit « Bah alors, mon vieux, alors tu voles pas? Qu'est-ce qui t'arrive? » Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un truc de fou, et c'est le problème principal. Simplement, moi, je suis pas un homme politique, je suis juste un docteur, et donc je vois des gens qui sont en souffrance, et donc j'essaie d'appliquer ce que me dit qu'il faut faire la science, et je suis pas capable malheureusement de changer la société, sinon j'ai plein d'idées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Alors, je suis désolée.